Mesdames, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, au nom du décanat de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée exceptionnelle consacrée à la physique quantique. Comme vous le savez probablement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'année 2025, proclamée Année internationale des sciences et technologies quantiques par l'ONU, une initiative mondiale qui célèbre le centenaire des premiers développements majeurs de la mécanique quantique, survenus en 1925 avec les travaux fondateurs notamment de Werner Heisenberg, Max Born et Erwin Schrödinger. Un siècle d'avancées qui ont bouleversé notre compréhension du monde et qui continuent aujourd'hui encore à inspirer une nouvelle révolution technologique. Ceci va des lasers aux ordinateurs quantiques en passant par l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, et les télécommunications du futur. C'est dans ce contexte que le Geneva Quantum Center, un centre de recherche réunissant toutes les compétences en physique quantique à l'Université de Genève et la section de physique propose tout au long du mois de mai une série d'événements pour explorer ensemble les mystères et les promesses de la quantique. Ce soir, nous avons le privilège d'ouvrir le programme avec une conférence hors du commun qui promet de repousser elle aussi les limites du possible. Nous avons ainsi le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Julien Bobroff, physicien français de renommée internationale, professeur à l'université Paris-Saclay, spécialiste de la supraconductivité et des matériaux quantiques, mais surtout figure majeure de la vulgarisation scientifique. Depuis plus de 10 ans, il dirige une équipe de recherche originale qui s'intitule « La physique autrement ». Et dans cette équipe, physiciens et designers inventent ensemble de nouvelles manières de raconter la science, de la rendre accessible, tangible et surtout passionnante. Lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS, Julien est reconnu pour ses livres, ses conférences, ses vidéos et ses projets pédagogiques innovants qui touche aujourd'hui un très large public, et je crois que l'audience qu'on a aujourd'hui en témoigne aussi. Les titres évocateurs de ces livres comme Mon grand mécano quantique, Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique, La quantique autrement ou La physique de l'extrême nous font comprendre qu'on a affaire à un scientifique de haut vol et un vulgarisateur hors pair. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de découvrir Julien Bobroff lors du confinement, où il était très actif pour partager des vidéos sur la physique quantique qui étaient tournées, sauf erreur, dans ta cuisine, si j'ai bien compris. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour communiquer sur la science quantique et dernièrement, il a publié sur TikTok beaucoup de vidéos très courtes qui connaissent un grand succès. Des shots quantiques à consommer sans modération. Ce soir, il nous invite à un voyage inédit au cœur des laboratoires les plus extrêmes du monde quantique, mais dans un format a priori minimaliste, la quantique dans une boîte d'allumettes, un défi relevé avec la graphiste Juliette Nir, pour nous surprendre, nous émerveiller et nous faire découvrir de façon ludique et originale l'infiniment petit, l'extrêmement froid, tout ce qui fait la magie et la complexité du monde quantique. Préparez-vous donc à voir l'invisible et à plonger le temps d'une soirée au cœur de la science la plus fascinante de notre temps. La conférence de Julien va donc débuter et elle sera modérée par Céline Lichtensteiger, physicienne au Geneva Quantum Center, qui va modérer les questions, parce que mes connaissances en quantique s'arrêtent à peu près là. Elle va aussi vous parler ensuite un petit peu du programme du mois qui va venir en quantique et des événements qui sont consacrés à cette science de la physique.
Donc, merci à vous tous d'accueillir maintenant chaleureusement le professeur Julien Bobroff. Julien, the floor is yours. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis très impressionné qu'il y ait autant de monde qui ait envie de venir entendre parler de physique quantique à l'université alors qu'il fait si beau dehors. Je ne suis pas sûr que je serais venu à votre place, donc merci. Il va falloir que je sois à la hauteur maintenant, il y a un peu la pression. Il a tout dit. La physique quantique est née il y a un peu plus de 100 ans, elle a commencé à naître véritablement au tout début du XXe siècle, et puis elle a vraiment éclos en 20-30 ans, et en 20-30 ans, des physiciens, pour la plupart européens, certains aussi américains, ont réussi à monter un édifice incroyable, théorique, expérimental, pour comprendre le monde à petite échelle. Et 1925 en particulier, ça a été une année clé, puis 1926 un petit peu aussi, où, comme il a été dit, Max Born, Erwin Schrödinger, Pauli, Heisenberg, tous ces gens-là vont mettre en place, en gros, vraiment toutes les clés importantes, les équations, le formalisme, qui vont permettre de comprendre le monde à petite échelle. Et la question que j'aimerais poser ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, alors que c'était il y a 100 ans? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que le truc troublant, c'est qu'on pourrait se dire, ça se trouve, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, mais en fait, non. Tout ce qu'ils avaient mis en place il y a 100 ans a à peu près tenu le coup. C'est assez remarquable, c'est-à-dire que toutes les expériences qu'on a fait dans le laboratoire n'ont fait que vérifier tout ce qui avait été dit à peu près dans les premiers temps et ce qui avait été mis en place par ce groupe de scientifiques pendant ces années-là. Et donc la question que j'aimerais poser, c'est comment faire quand on est chercheur en physique quantique aujourd'hui? Si on est physicienne ou physicien, on arrive au labo, par exemple, on va faire une thèse ici, dans un des labos de l'Université de Genève. Comment diable est-ce qu'on peut faire pour faire une découverte originale en physique quantique 100 ans après? Alors que ça a été le sujet le plus étudié de la physique, très clairement, en nombre de physiciennes et de physiciens qui s'y sont consacrés. Tout le monde, tous les meilleurs, ont fait des expériences incroyables, ont tout poussé dans les raffinements les plus extrêmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire encore quelque chose de nouveau aujourd'hui, en 2025? Bon, alors c'est une question qui se pose dans à peu près tous les champs de la recherche, mais vraiment particulièrement en physique quantique. Et c'est un peu intimidant quand on est étudiant et qu'on se dit « est-ce que moi-même je vais arriver à apporter ma pierre à l'édifice ?» Et ça, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais c'est vrai, au fait, comment est-ce qu'on fait pour faire des découvertes? Alors, j'essaie de me souvenir ce qui m'était arrivé à moi quand j'ai fait 20 ans de physique quantique en labo, puis j'essaie de me demander ce qui se passait maintenant. J'ai essayé de recenser toutes les façons de faire une découverte en physique. Alors, première technique, vous êtes génial. Voilà, vous êtes Einstein, vous êtes Max Born. Alors là, évidemment, vous allez avoir des idées géniales et vous allez faire avancer le domaine, et c'est formidable. Bon, ça, il y en a quelques-uns par génération. Si vous n'êtes pas Einstein, que vous n'êtes pas Bohr ou Born ou ces gens-là, comment vous y prendre? Alors, une technique, c'est d'arriver à faire des expériences sophistiquées et ingénieuses. Très souvent, on a l'impression que la physique, elle est essentiellement inventée ou mise en place par des théoriciens devant des tableaux noirs, là, avec des équations hyper savantes, et puis qu'il y a des laborantins qui vont ensuite vérifier les courbes et voir que tout se passe bien. Parce que souvent, c'est la façon dont on nous l'enseigne. Mais en fait, dès qu'on va dans les laboratoires, on se rend compte que c'est exactement l'inverse qui se passe. Qu'en général, ceux qui découvrent des trucs auxquels on ne comprend rien au début, c'est les expérimentateurs, ceux qui vont vraiment sonder la nature. Et ensuite, ils vont voir les théoriciens et ils leur disent clairement, là, ça ne marche pas, il faut trouver un nouveau modèle. Il va y avoir un jeu de ping-pong ensuite entre théoriciens et expérimentateurs sur, attends, là j'ai un modèle, attends, là j'ai une expérience, et progressivement raffiner la description. Alors, comment est-ce que si maintenant on va dans un labo faire une expérience, on pourrait faire quelque chose d'original par rapport aux prédécesseurs? Parce que là aussi, il y a eu un sacré nombre de gens qui ont fait des fabuleuses expériences avant soi. Alors, une technique, c'est de battre un record. C'est un peu stupide, c'est un peu bourrin presque, mais en gros, l'idée, je vous donne un exemple. On est en 1908, en Hollande. Il y a un scientifique qui s'appelle Kamerlingh Onnes et qui, lui, veut battre le record du froid. Il veut arriver à avoir une expérience plus froide que n'importe qui sur Terre. Donc la technique, il la connaît, tout le monde la connaît à l'époque. Il faut arriver à rendre l'hélium liquide. On sait que si on rend l'hélium liquide, ça sera le liquide le plus froid qui existe sur Terre et peut-être même dans l'univers. Mais personne n'y arrive. Et lui, il va prendre 10 à 15 ans en se donnant des moyens incroyables, en s'entourant de gens remarquables. Et il va arriver en 1908 à rendre l'hélium liquide, et avec ça, il va arriver à descendre à peu près à 1 degré du zéro absolu. 20 fois plus froid que n'importe qui sur Terre jusque-là. Le record avant, c'était de l'hydrogène liquide, et c'était à peu près 20 degrés du zéro absolu. Là, on est à 1 degré du zéro absolu. Et le truc absolument remarquable, c'est que ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est ce qu'on va faire avec. C'est qu'en faisant ça, vous voyez, il ouvre une porte, il ouvre une sorte de territoire vierge, où il sait que là, pendant un temps court ou long, selon à quel point les collègues vont vite dans les labos d'à côté, il va être capable de mesurer des choses que personne n'a jamais mesurées. Tout ce qu'il va mettre dans son expérience, ça va être une découverte. Ça ne veut pas dire que ça va être une découverte intéressante, mais à chaque fois qu'il va mettre un bout de matière,
vu que ce bout de matière va être 20 fois plus froid que n'importe quel bout de matière jusque-là, il a un nouveau résultat. Et ça va être mortel. Pendant 3 ans, il ne va rien découvrir d'intéressant. Ou plutôt, il va découvrir qu'en gros, quand vous refroidissez, ça gèle. Voilà, super nul. C'est vraiment, tout est décevant. Et alors, on voit, il écrit des articles, il en écrit beaucoup à chaque fois, des comptes rendus et tout, et les articles sont vraiment pas intéressants, quoi. Et en 1911, à un moment donné, il met un bout de mercure dans son expérience, il mesure la résistance du mercure, et là, il voit soudain un truc impossible. Il voit soudain que la résistance tombe à zéro. Il voit que le mercure devient supraconducteur. C'est lui qui invente le mot supraconducteur comme un truc de super-héros. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, vous voyez, c'est que ce qui intéressait Camerlinghuns, ce n'était pas l'hélium liquide en tant que tel, c'était ce qu'il allait pouvoir faire avec. Et coup de chance, parce qu'il ne s'y attendait pas, 3 ans après, il fait une découverte majeure qui lui vaudra le prix Nobel. Et c'est intéressant quand on regarde le titre du prix Nobel, ce n'est pas pour avoir découvert la supraconductivité, ce n'est pas pour avoir découvert l'hélium liquide, c'est pour avoir pu faire de la physique grâce à l'hélium liquide. Donc les gens du Nobel avaient bien compris à l'époque ce qu'il y avait d'intéressant dans la démarche de Camerlinghuns. Bon, alors on avance parce que moi, le passé ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Et donc, je vous propose d'essayer de découvrir quelques Camerlinghuns d'aujourd'hui, c'est-à-dire des scientifiques un peu tarés, il faut bien le dire, c'est-à-dire vraiment extrêmes, qui se disent « je vais battre un record, je vais aller plus froid, plus chaud, plus intense que n'importe qui sur Terre, et avec ça, je vais m'ouvrir un territoire que je vais être le premier à explorer. » Et je vais essayer à chaque fois de vous montrer comment ils y arrivent et qu'est-ce qu'ils y découvrent. Et est-ce que c'est mortel d'ennui ou est-ce que c'est incroyable? Alors, comme était expliqué dans l'introduction, moi j'anime une équipe de recherche sur la vulgarisation. On essaie de trouver d'autres façons de vulgariser. Donc évidemment, si je viens vers vous ce soir et que je vous sors un PowerPoint avec des bullet points, et puis plein de petites images et tout, clairement j'aurais un peu raté mon coche. Donc on s'est demandé avec l'équipe comment est-ce qu'on pourrait faire une conférence un peu originale. On aime bien explorer tous les formats, et le format de la conférence il est intéressant aussi. Et donc comment est-ce qu'on pourrait, alors qu'on est dans une situation incroyablement classique, hein, vous êtes là, silencieux, vous m'écoutez, sans un amphi en plus, moi je suis là avec mon micro. Comment est-ce qu'on pourrait renouveler le format de la conférence? Puis on s'est dit qu'on aurait envie de battre un record, nous aussi. Et donc, j'ai décidé de battre un record avec vous ce soir. Donc, j'ai amené avec moi un microscope. Et je vais essayer de battre un record. Il faut que je trouve où c'est. Vous allez voir que c'est que des catastrophes ce soir. Ah si, c'est là. Donc, non. N'applaudissez pas, croyez-moi. On va essayer de faire ensemble le plus petit exposé du monde. Ça n'a aucun sens, mais ça nous amusait. On s'est dit jusqu'où on peut pousser le truc, hein, et vous allez voir qu'on le pousse très très loin. Et donc, je vais faire le plus petit exposé. Alors, je suis sûr que c'est un record du monde parce que je ne vois pas une seule personne assez stupide dans le monde pour faire la même chose, c'est-à-dire devoir se mettre sous un microscope pour faire un exposé. Donc, je suis à peu près sûr que je suis le seul et qu'ensemble, on va vivre un record du monde ce soir. Donc on s'est dit qu'il fallait que ça tienne dans une boîte d'allumettes. Bon alors j'ai craqué, finalement il y aura 4 boîtes d'allumettes quand même, parce que j'avais tellement de trucs que je voulais vous raconter. On s'est dit, une boîte d'allumettes par record, et ce soir, vu qu'on m'a donné un peu moins d'1 heure, c'est ça, je vais vous faire 4 records du monde. Alors j'ai plein de boîtes d'allumettes, parfois je fais voter les gens, mais ce soir on m'avait dit, il faut quand même que tu parles de physique quantique, c'est les 100 ans de la quantique, donc je vais vous montrer 4 exemples de records du monde qui ont permis d'explorer des nouveaux champs de la physique quantique. Et je commence avec ma première boîte d'allumettes. La pression la plus élevée. Ce n'est pas du tout quantique. La pression, c'est juste quand vous appuyez. Il n'y a rien de quantique là-dedans. Mais vous allez voir qu'en exerçant des pressions très élevées, on va pouvoir accéder à des matériaux, à des phénomènes qui, eux, pour le coup, sont quantiques. Alors, je ne vous ai pas menti, hein, j'ai tout dans ma boîte d'allumettes. Bon, avant, quand même, je suis prof, donc je ne peux pas échapper au fait de vous dire ce que vaut la pression et ce que c'est que la pression. Donc, la pression en 1 minute, donc la pression, c'est ça. Voilà, vous appuyez. D'accord? Et regardez un truc très intéressant quand vous faites cette expérience. Regardez, j'appuie avec une certaine force et je vais appliquer exactement la même force sur cette pince. Et là, ça fait mal. Donc la pression, ce n'est pas lié seulement à la force, c'est aussi lié à la surface. Là, il y avait beaucoup de surface. Là, il y a une toute petite surface. Hein. Si vous plantez un clou, vous savez ça mieux que moi. C'est affreux hein, quand on fait ça. Ah, c'est affreux. Donc si vous voulez battre le record du monde de la pression la plus élevée, il faut appuyer le plus fort possible. Mais l'astuce, c'est d'appuyer sur la surface la plus petite possible. Et quand vous faites ça, en général, ça pète. Il faut prendre le matériau le plus pointu, mais aussi le plus solide possible. Et donc, je vous ai emmené le luxe du luxe. Hein. Je me suis dit, Genève, allez, j'y vais, des diamants. Donc la technique, c'est que vous prenez 2 diamants. Il vous en faut 2, hein, il vous faut 2 pointes, et vous mettez le matériau à pressuriser entre les 2. Donc attention, trucage en direct. Oh, ça écrase. Là, je fais de la pression entre 2 diamants. Et vous voyez, l'intérêt des diamants, c'est qu'on peut pouvoir les tailler très finement, avec tout l'art de la joaillerie qu'on va renouveler. On va pouvoir prendre des petits diamants,
les tailler. Il y a tout un art du tailler de diamants, on va dire, pour trouver la bonne pointe, pour écraser. Et si vous faites ça, on peut atteindre des pressions considérables. Alors, c'est quoi une pression considérable? Alors, regardez, je vous ai mis les échelles en haut. Alors, ces échelles, comment ça marche? À chaque fois que je franchis un cran, je multiplie par 10. C'est très, très violent. Hein. C'est-à-dire que nous, actuellement, dans la pièce, on est ici. Alors, les unités, je ne vous en parle même pas, c'est les pires unités du monde, c'est des pascals. Donc là, actuellement, on est à 100 000 pascal. C'est vraiment nul comme unité. Vous voulez dire on est à 1 pascal? Ben non, on est à 100 000 pascal. Voilà, ici. Et donc, regardez, si je vais par là, je fais le vide. Là, si j'aspire avec un aspirateur, je suis par ici. Si j'aspire avec des très, très bonnes pompes de laboratoire, je peux arriver jusque là. Si je vais dans l'espace, je suis ici. On ne sait pas encore faire le vide aussi bon que le vide de l'espace, mais on n'en est pas si loin. Mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas, je veux aller par là. Vous avez vu que l'échelle, elle s'arrête vite parce que vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Hein. Donc, si vous appuyez, les records qu'on savait faire il y a encore quelques années, c'était de l'ordre de, par là, on était à 1 million de bars. Alors, en pascal, je ne sais même pas vous dire, c'est des gigapascals. Moi, je préfère les bars. Donc, 1 bar, c'est ce qu'on a en ce moment autour de nous. 1 million de bars, ça veut dire que c'est 1 million de fois la pression de cette pièce. Donc, avec des diamants comme ça, si on appuie bien, qu'on les tient bien, qu'on met les bons joints ici, on sait faire 1 million de fois la pression de la pièce. Et ça, c'était les records jusqu'à il y a quelques années. Mais moi, je vous ai dit que j'allais vraiment vous raconter le record du monde. Et le record du monde, il a été obtenu en faisant un truc plus astucieux. Parce que qu'est-ce qui se passait quand on allait au-delà? Il suffisait juste de tourner la vis, hein, et ça pète. Les diamants ne résistaient pas au-delà de, en gros, 1 million de bars. Et là, il y a 2 scientifiques, un couple, parfois il y a des couples en histoire des sciences, donc c'est Natalia et Leonid Dubrovitsky, qui se sont dit, on va faire plus malin, au lieu d'utiliser 2 diamants, on va en utiliser 4. Là, je sors mon microscope, hein, parce qu'il faut aller regarder la pointe de diamant des Dubrovitsky. Où elle est? Elle est là. Vous avez vu au bout ce qu'il y a? On dirait une petite goutte. C'est une demi-sphère. Ce que se sont dit le couple Dubrovitsky, c'est on va prendre la pointe de diamant et au bout, on va mettre une demi-sphère de diamant. Et on fait pareil en dessous. Et donc une sphère qui touche une sphère, ben, ça touche en un point. Et donc vous avez réduit la surface, donc vous augmentez la pression. Là, on peut se dire, tout le monde aurait dû faire ça, quand même, ça tombe sous le sens. C'est une galère à mettre en place, à tailler, à ajuster, à coller, à ne pas que ça claque, à aligner. C'est les seuls au monde à savoir le faire pendant un certain temps. Et avec ça, ils vont arriver à aller ici, à 9 millions de bars. Le centre de la Terre, on est à 3 millions de bars, c'est déjà assez considérable. Eux arrivent à des pressions 3 fois la pression du centre de la Terre, mais sur une toute petite zone. Et souvenez-vous de l'histoire de Cameron, ça ne sert à rien. Ça sert si vous êtes capable de mesurer. Et là, les problèmes commencent. Parce qu'appuyer, à la limite, on se dit, OK, mais comment est-ce que vous allez mesurer là-dedans? Donc là, il y a plein de techniques possibles, mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il faut aller se glisser entre les diamants. En général, on préfère faire de l'optique, c'est-à-dire envoyer un rayon de lumière et rien à les mettre entre les diamants. Si on veut commencer à mesurer le courant électrique qui passe, c'est plus compliqué. On peut le faire, mais c'est compliqué. Et donc, ils vont essayer de faire de la cristallographie. Ils vont aller dans des synchrotrons, notamment le synchrotron ESRF à Grenoble. Donc, c'est des énormes accélérateurs où on produit une lumière très belle, très pure. Et ils vont l'envoyer entre leurs diamants, ils vont écraser et ils vont s'amuser à faire de la chimie. Ils vont mettre de l'azote, par exemple. Ils vont mettre du phosphore, par exemple. Ils vont mettre du ruthénium. C'est des gaz. Mais quand on appuie sur un gaz, alors là j'ai un de mes effets spéciaux les plus spectaculaires de la soirée, vous êtes prêts? Quand on appuie sur un gaz, donc ça c'est mon gaz, il se passe ça, attention, ça écrase. Et donc vous avez un solide. Et donc ils font ça, et ils obtiennent des solides qu'on n'avait jamais obtenus jusque-là. Ils font de la chimie sous pression et créent des alliages et des gammes d'alliages complètement nouveaux, avec des propriétés nouvelles qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Donc là, on est aux frontières de la quantique, parce que si on veut comprendre comment marche l'alliage, comment marchent ses propriétés, et pourquoi est-ce que ce solide se comporte comme ça ou pas, vous voyez, il faut aller voir à l'échelle des atomes, et ça, c'est la physique quantique. Ce qui régit les propriétés de la matière, la couleur, la conduction électrique, si c'est solide ou pas, si c'est magnétique ou pas, tout ça, c'est de la physique quantique. Vous ne pouvez pas le comprendre sans la physique quantique. Donc ils font, eux, de la physique et de la chimie quantique à la fois, sous pression. Mais ce n'est pas ce record-là qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui est mené par Paul Loubert. Alors, il se trouve que c'est un collègue de mon université à Paris-Saclay, mais ce n'est pas pour ça. Paul Loubert, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire exactement cette expérience-là, mais sur de l'hydrogène. Et ça, les Dubrovitsky n'y arrivent pas pour des raisons techniques. Eux ne sont pas très bons sur les gaz hydrogènes. Et Paul Loubert comprend qu'on ne va pas y arriver avec les petites sphères, mais il faut quand même appuyer très fort. Pourquoi est-ce qu'il veut travailler sur l'hydrogène? On se dit c'est un peu stupide l'hydrogène. Hein. Le gaz le plus léger, le plus abondant dans l'univers. Il y avait des prédictions de physiciens de la physique quantique des années 60 qui avaient dit si vous écrasez du gaz hydrogène, vous aurez le meilleur métal sur Terre. Parce que l'hydrogène a plein de propriétés qui font qu'en gros, les électrons peuvent circuler très facilement dans l'hydrogène.
Et vous aurez peut-être même un supraconducteur incroyable. Vous vous souvenez le truc de Camerlinghans là, de 1911 dans le mercure? Là, vous pourriez l'avoir dans de l'hydrogène. Et ça devrait super bien marcher. Personne n'y arrive. Personne n'arrive à rendre l'hydrogène métallique en écrasant les atomes d'hydrogène. Et Paul Loubert se dit, nous on va essayer, on va raisonner à l'envers, on va se dire, pour que le diamant ne casse pas, on va le faire casser et on va regarder comment il casse. Vous voyez, c'est malin, ils font de la rétro-ingénierie. Ils font péter leur diamant, ils regardent où est-ce qu'il a pété et ils se disent, c'est là qu'il faut renforcer. Et petit à petit, ils vont trouver la forme optimale. Et la forme optimale du diamant, eux, ils vont trouver que c'est une sorte de petit cratère de volcan. Alors là, il faut que je tourne. Voilà, comme ça. Donc eux, ils creusent en quelque sorte et ils font une sorte de petit cratère, on appelle ça un toroïde. Et ils se rendent compte qu'avec cette espèce de cratère et de petite montagne qui est montrée dans le creux du volcan, s'ils appuient, ça devrait tenir le choc. Alors pas autant que les Dubrovsky, mais ils ont espoir d'aller peut-être jusqu'à 4 ou 5 millions de bars, et peut-être que ça serait suffisant pour écraser l'hydrogène et le rendre solide, et voir s'il est métallique. Et donc ils vont au synchrotron pour aller faire l'expérience. Donc ce gros rayon de lumière, ils ont leur petite enclume très délicate, ça fait 10 ans qu'ils essaient de la concevoir, hein. Ils la mettent sous le rayon de lumière. Ils ont 3 jours. On a un temps limité sur ces instruments tellement ils coûtent et tellement de gens veulent les utiliser. Et donc, pendant 3 jours, ils vont essayer de faire la mesure. Et je vous ai amené l'article qu'ils ont publié juste après. Alors, le voilà, l'article. Il fallait que ça tienne dans une boîte d'allumettes. Hein. Et donc là, à chaque fois, j'espère que... Et ouais, il m'est arrivé un truc terrible l'autre jour, c'est que je faisais cet exposé à Paris-Saclay et il y avait Paul Loubert dans la salle. La honte. Donc là, c'était son article que j'étais en train de montrer. Désolé, Paul, mais ouais, on ne le voit pas bien. Mais j'ai un microscope, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vais vous montrer ce qui a été mesuré dans cet article le premier soir. Donc, le premier soir, ils appliquent la pression et alors, ils regardent en gros si l'objet est solide et comment il réagit à la lumière. Donc, eux, ils regardent ça sous l'infrarouge. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça va leur permettre de voir si le gaz devient solide et devient métallique. Donc, ils mesurent un signal infrarouge. Là, c'est les petits points que vous voyez, bleus et rouges. On regarde les rouges. Et ils augmentent la pression. Donc, on se dit 340, c'est pas beaucoup. En fait, c'est 340 gigapascals. Ils sont déjà dans la pression équivalente à la pression du cœur de la Terre. Et ils augmentent. Ils augmentent. C'est hyper décevant pour l'instant. Ils augmentent. Vous avez vu? À 420 gigapascals, à 4 millions de bars, tout disparaît. Ils n'ont plus de signal. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, si ça se trouve, le joint a pété et le gaz s'est échappé dans la pièce et on ne voit plus rien. Donc là, ils ont une hésitation. Est-ce qu'on continue à monter la pression? Est-ce qu'on redescend tout? Et ils se disent, on va tout laisser sur place et on va aller dormir. Donc ils vont dormir quelques heures, ils laissent le truc se stabiliser, retrouver l'équilibre. Ils reviennent quelques heures après, ils votent dans l'équipe et ils décident finalement de ne pas prendre de risque et d'essayer de redescendre en pression pour voir s'il y a encore du gaz. Et là, c'est les points bleus. Le gaz réapparaît. Donc l'hydrogène ne s'était pas enfui, il avait juste changé de nature. Et avec des mesures complémentaires, ils comprennent qu'en fait, leur hydrogène est probablement devenu métallique. Et que donc, c'est les premiers, enfin, à obtenir cette espèce de graal des physiciens prévu depuis déjà 40 ans, 60 ans, l'hydrogène métallique solide. Alors, est-ce que cet hydrogène devient supraconducteur? Ils ne vont pas être capables de le voir dans cette expérience. Ils n'arrivent peut-être pas à aller assez haut. Mais d'autres physiciens, dans les mêmes moments, en Allemagne, vont faire les mêmes expériences, mais vont un peu tricher. Ils vont rajouter dans l'hydrogène un petit peu de soufre. Il se trouve que ça tient un peu mieux la structure, c'est un peu plus facile d'appuyer dessus, il y a moins besoin d'appuyer. Et quand ils font ça, ils découvrent que cet hydrogène avec un tout petit peu de soufre, le truc qui pue, vous savez, dans les œufs durs, H2S, devient supraconducteur et devient le meilleur supraconducteur qu'on ait jamais mesuré en laboratoire. Alors là, ça laisse rêver n'importe quelle personne qui a bossé sur la supraconductivité. Moi-même, j'ai fait 20 ans de ma vie à essayer de comprendre les supraconducteurs et à ne pas les comprendre. Et eux, alors, ils ne vont pas beaucoup plus comprendre certains des supraconducteurs, mais là, ils vont arriver à faire un supraconducteur qui est vraiment le meilleur, qui est presque à la température de la pièce. Alors là, ça laisse rêver, on pourrait faire des applications incroyables. Ici, au Physiscope, ils vous font flotter sur une chaise en lévitation supraconductrice. Je vous encourage à aller faire l'expérience. Donc, on se dit, ça y est, on va tout faire flotter partout. Le problème, c'est qu'il faut appuyer 4 millions de bars pour voir le phénomène apparaître, ou 2-3 millions de bars. Donc là, on se dit, vraiment, ça ne sert à rien, peut-être. Mais l'espoir, ça serait d'essayer de redescendre doucement la pression et que ça reste. On appelle ça un état métastable. Vous voyez, vous avez appuyé, ça s'est accroché, et quand vous redescendez, avec un peu de chance, ça reste accroché. Bon, alors pour l'instant, pas du tout. Ça redevient du gaz, mais c'est un désespoir, et en tous les cas, on découvre des nouvelles familles de supraconducteurs juste parce qu'on a écrasé du gaz. Là, on peut se dire, bon, sympa, c'est un record du monde. C'est pas le record du monde. Le record du monde, il me fait vraiment... je ne sais même pas, c'est même pas le mot impressionne. Donc, c'est un record du monde obtenu dans un laboratoire aux États-Unis, au Livermore Facility. Ils appellent ça un laboratoire, en fait c'est un monstre, c'est-à-dire que c'est une espèce d'usine à laser, il y a 200 rayons laser, je crois, 200, 300, je ne sais plus, dans un truc qui fait l'équivalent de 2 stades de foot, d'accord? Et tous les rayons laser ultra puissants vont être focalisés tous en même temps dans une zone qui a cette taille-là,
quelques millimètres, dans une espèce d'immense sphère, parce qu'on a quand même la trouille. D'accord ? Donc ils arrivent tous, sont focalisés, c'est vraiment l'étoile de la mort de Star Wars. Hein. Et au milieu, on met un échantillon, et on envoie tous les lasers de façon synchronisée pendant un temps très court, de façon très puissante. Et en faisant ça, il y a une physicienne qui réussit à obtenir, alors là on n'est plus à 3 millions de bars, hein, le cœur de la Terre, on n'est plus à 5 millions de bars, hein, les expériences de Lebert, on n'est plus à 9 millions de bars, hein, les Dubrovsky, on est à 30 ou 40 millions de bars. Alors ils essaient de faire l'expérience, ça ne marche pas du tout, ils n'arrivent à rien mesurer du tout, c'est trop élevé, et ils disent, bon allez, on redescend, on est modeste, on va aller à 30 millions de bars. Ils se mettent à 30 millions de bars, ils arrivent à faire des mesures. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui tient le coup à 30 millions de bars. Rien sauf le diamant. Et ils se disent, bon, on va aller regarder du diamant. Vous voyez, on ne se sert plus du diamant pour appuyer, là on s'en sert comme victime, on le met au milieu de l'étoile de la mort, on envoie 300 rayons laser en même temps, et quand ils ont fait ça, eh ben, le diamant a tenu le coup. Et ça, c'était une surprise, ils ne s'attendaient pas à ce que dans ces conditions extrêmes, vu les ondes de choc créées dans le diamant, il arrive à résister. Donc il y a un petit mystère là, ça nous a surtout montré que la physique à très haute pression, ce n'est pas une physique qu'on maîtrise et qu'on comprend bien. Il y a plein de prédictions très amusantes, par exemple, il y a des prédictions qui disent que la chimie serait bouleversée, que les atomes ne s'accrochent plus de la même manière, que les liaisons qu'ils font entre eux, des liaisons quantiques, ne fonctionnent plus pareil quand vous mettez un champ très intense. C'est pareil si vous mettez un champ magnétique très intense, si vous mettez une pression très intense. Et donc, ils rêvent de faire ça. Alors d'abord, pour découvrir une nouvelle chimie, ça c'est quand même super amusant, un peu comme font les Dubrovsky. Et il y a une autre raison, alors là qui est reliée peut-être aussi à ce qui se passe en Suisse, c'est qu'ensuite, vous avez découvert les premières exoplanètes. Et de plus en plus d'exoplanètes découvertes sont des sortes de terres géantes, c'est-à-dire des terres en plus gros. Et la Terre, pourquoi est-ce qu'il y a de la pression au milieu? Parce que tout appuie, en gros, hein, il y a de la gravité. Et donc, si vous faites grossir votre Terre, la pression augmente. Et donc, il y a plein de superplanètes, donc on pense que l'intérieur aurait des pressions de l'ordre de 10, 20, 50 millions de bars. Et on aimerait bien savoir la physique qui s'y passe, la géologie, la géophysique qui se passe dans ces planètes. On ne peut pas y aller. Et donc, l'idée, c'est de les simuler en laboratoire. Et donc, il y a des gens dans la physique des très hautes pressions, qui sont des géologues ou des astrogéologues, qui vont essayer de simuler avec les pressions gigantesques ce qui pourrait se passer dans des planètes hors du système solaire. Et puis des chimistes qui vont essayer de fabriquer des nouveaux matériaux et de voir si les lois mêmes de la chimie sont bouleversées. Et c'était ma première découverte. J'ai été super loin pour ma première découverte. Je vais aller plus vite pour les suivantes. Donc, vous voyez qu'une technique, c'est pousser un record un peu extrême. Et là, il faut être très bon en termes de technologie, en termes d'ingénierie. Hop, j'ai une poubelle de table, vous avez vu. Une autre technique, elle est assez subtile celle-là, c'est d'utiliser la physique quantique elle-même pour mesurer. Donc là, on ne va pas créer une situation extrême qui fait apparaître des phénomènes quantiques, on va utiliser la physique quantique pour inventer un nouvel outil de mesure. Et ça me permet de vous raconter l'histoire du microscope le plus puissant au monde. Donc la question, elle est bête, hein, je me la suis moi-même posée, c'est quel est le meilleur microscope au monde aujourd'hui? Alors j'ai mis longtemps à trouver, je suis sûr que plein de microscopistes ne seraient absolument pas d'accord avec ce que je vais dire maintenant, tant pis pour eux, c'est moi qui ai la parole. Alors, il faut revivre ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. Il y a eu un drame. Le drama chez les opticiens et chez les microscopistes. C'est qu'il y a un type qui s'appelait Abbe qui a dit « Avec un microscope tel qu'on les fabrique de nos jours, vous n'arriverez jamais à grossir plus qu'en gros 1/1000 de mètre. » Il y avait une raison scientifique à ça, c'est quand vous envoyez de la lumière, elle va diffuser, elle va diffracter, et en gros, la lumière c'est une petite vague, vous ne saurez pas voir des détails beaucoup plus petits que la distance entre deux vagues. Et vu que nous, on regarde la lumière qui est en ce moment autour de ma pièce, les vagues, elles font en gros un peu moins d'1/1000 de mètre, et ben je ne peux pas voir plus petit. Alors ça, c'était le drame, parce que ça disait aux scientifiques de l'époque, vous ne pourrez pas aller plus petit qu'1/1000 de mètre, et ils y étaient déjà. Et c'était un drame aussi, par exemple, pour les médecins et les biologistes. À l'époque, on pensait qu'il existait peut-être des virus, des bactéries, mais on ne les voyait pas au microscope. Et donc, il y avait un vrai enjeu, y compris sociétal, vous voyez, à agrandir plus qu'1/1000 de mètre. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en Allemagne. On est un peu plus tard, on est dans les années 30, un peu au moment de la crise, et il y a un laboratoire qui travaille à fabriquer en gros les ancêtres des télés. Donc les télés à l'époque c'était des tubes cathodiques, on balançait des électrons qu'on déviait sur un écran, hein, ceux qui sont de ma génération vous connaissez, et avec ça on pouvait faire une image. Et donc à l'époque il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, et l'un de ces scientifiques, alors ils sont deux, il y a Ernst et Ruska, se dit tiens c'est marrant, est-ce qu'on pourrait faire une ombre chinoise avec ça? Son idée elle était assez bête, hein, il disait tiens si je mets ma main et que je balance des électrons, et que je regarde derrière sur un écran où est-ce qu'ils arrivent, est-ce que je vois ma main en inversé? D'accord? Donc il essaye, il balance ses électrons et ça marche hyper bien. Bon, c'est très décevant, il a fait des petits triangles et il voit des petits triangles. Vous les voyez peut-être, voilà. Et il arrive, en faisant un jeu juste en reculant ou en avançant ses électrons, d'augmenter sa main d'un facteur 10. C'est un peu nul, hein, c'est pas vraiment un microscope, hein, c'est une vague loupe. Mais c'est une loupe avec des électrons. Et là, il se passe quelque chose de très amusant que je trouve dans l'histoire des sciences, c'est qu'il découvre à ce moment-là, et pas avant, il découvre à ce moment-là
qu'il y a un Français, 7 ou 8 ans avant, qui a prédit que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un microscope sans s'en rendre compte. Le Français s'appelle Louis de Broglie. Louis de Broglie a cette idée assez géniale pendant sa thèse. Il dit « Monsieur Einstein a dit il y a quelques années que la lumière se comportait comme une onde, mais aussi comme des petits grains. On appelle ça des photons. Moi, je vais supposer l'inverse, ou plutôt la réciproque. Je vais supposer qu'un atome, j'en prends un d'atome, là, il est là, en fait, ça pourrait être aussi une petite vague, une petite onde, une onde de matière, en quelque sorte. Bon, ça semble complètement débile, hein, quand on regarde ça, un atome, il est là, c'est pas une vague. Il dit ça, et puis il donne les caractéristiques de cette onde. On appelle ça l'onde de De Broglie, la longueur d'onde de De Broglie. Et il se trouve que très peu de temps après, des scientifiques américains, en fait au même moment, simultanément sans le savoir, des scientifiques américains, Clinton, Davidson et Germer, vont vérifier que c'est vrai. Mais alors les types en Allemagne, ils ne savent absolument pas que ça existe. Entre-temps, De Broglie a le prix Nobel, et les types en Allemagne n'ont toujours pas vu passer le truc. Et à un moment donné, ils racontent ce qu'ils font à des collègues qui leur disent « Mais hey, vous êtes en train de faire de la physique quantique, les copains ?» Ils disent « Comment ça? Nous, on balance des électrons. » Il leur dit « Mais vos électrons, c'est des vagues, en fait, ce n'est pas des particules. » Et donc, vous voyez, si je pense le problème autrement, j'avais ma main, je lui balançais des petites billes, en fait, non, je lui envoie des vagues. Et les vagues, c'est comme la lumière. Donc, en fait, je lui envoie de la lumière d'électrons. Et là, comprenant ça, ils repensent toute leur histoire. Ils se disent, OK, il va falloir se servir du fait que ça se comporte comme la lumière pour réutiliser ce qu'on connaît pour la lumière, c'est-à-dire les lentilles. Et on va refabriquer un microscope pour des électrons. Alors, évidemment, une lentille, ça ne marche pas pour des électrons. Il va falloir remplacer ça par un truc qui fait comme une lentille pour des électrons. Alors, vu qu'un électron, c'est électrique, c'est chargé électriquement, on va faire des lentilles électriques ou des lentilles magnétiques. Ça va dévier les électrons. Et avec ça, on va en gros pomper l'optique et pomper 300, 400 ans d'optique pour fabriquer un microscope. Et il fabrique un microscope. Je voulais emmener le microscope. Le voilà. Il tenait dans la boîte d'allumettes, hein, je tiens à le dire. Vous les voyez, les lentilles? Elles sont là. On va envoyer des électrons d'ici. Tout ça, on va le mettre sous vide pour qu'il n'y ait pas de poussière qui gêne le trajet. On va essayer de les accélérer le plus vite possible. Et on va regarder ici si on arrive à avoir un échantillon. Alors, je vous l'ai fait en direct. C'est une galère. Alors, voilà mes électrons. Donc, vous avez compris, mes électrons, ce n'est pas des petites billes. Hein. C'est un faisceau, un peu comme des ondes. Je le fais partir d'en haut. Vous avez vu, la lentille, elle le dévie. Elle le fait arriver là. Là, ça repart là. Là, je vais mettre mon échantillon ici. Et si je me débrouille pour mettre les lentilles dans le bon sens, ben à la fin, ça agrandit l'image. Vous avez vu, en bas, c'est plus large qu'au milieu. Et donc, ils font ça. Et évidemment, en faisant ça, on peut commencer à jouer sur les lentilles. Et ils arrivent très vite à agrandir d'un facteur 100, 200, 300. Ils sont très confiants. Mais il y a un truc absolument génial dans ce microscope d'un genre nouveau, ce microscope d'électrons. On va appeler ça le microscope électronique. Ce qui est génial, c'est que vous n'avez plus de limite. Monsieur Abbe, vous vous souvenez, là, le type du XIXe siècle peut aller se recoucher. Parce que Abbe, il disait on a une limite à cause de la lumière, parce que la lumière, vous vous souvenez, la distance entre les vagues, c'est en gros 1 millionième de mètre. L'électron, la distance entre ces vagues, ça dépend juste de sa vitesse. Si vous le faites aller très vite, vous avez des vagues incroyablement petites, donc il n'y a plus de limite théorique au microscope. Et là, on se dit, ben, c'est bon, 2 ans après, ils vont tout révolutionner. Non, ça va prendre 5, 10, 15, 20 ans, comme toujours. Les développements technologiques vont prendre beaucoup de temps, et d'ingénierie vont prendre beaucoup de temps. Mais petit à petit, on va arriver à fabriquer des microscopes électroniques de meilleur en meilleur, en améliorant tout. On va améliorer les lentilles, on va améliorer le vide, on va améliorer la source d'électrons, on va améliorer la façon de les accélérer, en mettant des tensions de plus en plus grandes, on va améliorer les détecteurs, et petit à petit, en 10, 20, 30, 40, 50, 70 ans, on va faire progresser la machine. Et je vous fais faire un bond dans le temps. Donc là, on était en, regardez bien, 1931. Et donc, nous passons directement en 1970. Qui était né en 1970? Moi, j'allais naître, hein, mais je n'y étais pas encore. Et en 1970, il y a un groupe américain qui fait une expérience incroyable. Je vous l'ai emmené, regardez. Il publie ça. Là, c'est une des images les plus belles qu'ait connue l'humanité. Elle est vraiment moche. Hein. Je la vois à chaque fois, je me dis, mais elle est vraiment pas belle, ton image. Cette image, elle est vraiment émouvante. C'est la première fois qu'un être humain arrive à voir un atome. Les petites taches blanches que vous voyez, chacune de ces taches blanches, alors ils avaient pris les atomes les plus gros possibles, hein, c'est du thorium ou de l'uranium, une espèce de mastoc qu'ils avaient lâché sur une surface, et ils arrivent à voir des atomes individuels d'uranium. Pour la première fois en 1970, on est capable de voir un atome. Et un atome, c'est plutôt 1 milliardième ou un 10 milliardième de mètre. On a gagné un facteur 1000 par rapport à l'image de tout à l'heure, vous vous souvenez, de mes triangles en 1931. Un projet technologique incroyable, et puis ça ne s'arrête pas là. Après, on va améliorer plein d'autres choses, et en 1900, je ne sais plus quand, 91, on arrive à ça. Alors ça, il faut que je vous le montre avec un microscope. Donc c'est un microscope qui regarde une image de microscope. C'est absolument n'importe quoi. Et là, c'est des Japonais qui arrivent à faire ça. Chaque petite tache, c'est un atome. Vous êtes à la surface de la matière, d'un bout de graphite. Et là, on voit tous les atomes parfaitement organisés les uns à côté des autres. Ça y est, là, on est au cœur de la matière. Et donc, on va pouvoir non seulement voir les atomes, voir comment ils sont organisés, et même contrôler comment ils sont organisés.
Il faut que vous sachiez qu'une des grandes spécialités de cette université, et qui a son renom international pour ça, c'est d'arriver à faire pousser de la matière atome par atome, à contrôler presque couche par couche ce qu'ils sont en train de faire et à vérifier en direct presque comment cette matière est organisée. Et ça, vous voyez, ça commence dans les années 90, on commence à avoir cette résolution. Et là, on se dit, bon, ça y est, là, on ne va pas pouvoir faire mieux, et je vais vous montrer le record du monde du microscope le plus puissant. Alors, ce microscope, il a été développé par David Müller. David Müller, bon, je vous montre le résultat tout de suite, hein, on ne peut pas résister. Donc, voilà l'image la plus précise au monde. Elle est toute moche aussi. Elle est un peu floue. Il y a de la couleur c'est complètement bidon, c'est juste que maintenant les articles paraissent en couleur, donc on rajoute des couleurs pour faire joli, quoi, en gros. Hein. Mais elle n'a aucun sens scientifique, cette couleur. Et là, j'ai beau faire le net là, avec mon microscope, ça reste flou. Chaque tâche, c'est un atome. Donc on se dit, c'est vraiment pas terrible. Et alors j'ai discuté avec l'auteur de cette image, David Müller et son équipe aux États-Unis. Je lui disais quand même, elle n'est pas terrible, ton image la plus précise du monde. Il me dit, mais si, elle est incroyable. Elle est précise au dixième d'atome près, à 10 picomètres en gros de résolution, c'est incroyable. Je dis, mais non, c'est flou. Il me dit, c'est pas ma faute, c'est parce que les atomes bougent. En fait, les atomes vibrent dans la matière, un facteur de Debye-Weller, on appelle ça chez les scientifiques, et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc, il dit, je ne peux rien, quoi. Moi, j'ai l'expérience la plus fabuleuse du monde, mais vous voyez, j'ai mon appareil photo le plus incroyable, mais la personne n'arrête pas de faire ça, quoi. Alors, comment il marche, ce microscope? Il marche par ptychographie. C'est une technique très particulière où, en gros, plutôt que de juste essayer de faire une image avec leur microscope électronique, ils vont en faire plein. Ils vont essayer de les reconstituer de façon astucieuse. Alors, l'histoire est assez marrante. Je lui ai dit, mais comment vous avez eu cette idée? Et comment vous y êtes arrivé? Pourquoi d'autres n'y sont pas arrivés au même moment? Parce que ça ne semble pas incroyable comme idée. L'idée, on la connaissait déjà avant. Il m'a dit, c'est le Covid. Au moment du Covid, on ne pouvait plus aller au labo, donc on était tous coincés chez nous. En plus, je crois qu'il avait des postdocs chinois qui étaient coincés en Chine. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va analyser les datas qu'on avait et qu'on avait laissées de côté. Et il se trouve qu'ils avaient ce data-là, où ils avaient pris une image de plein de façons différentes d'un matériau qui n'avait aucun intérêt à base de praséodyme, qui était juste là dans la manip à l'époque pour calibrer. Et ils commencent à l'analyser. Ils vont mettre 6 mois à arriver à analyser une image. Mais en faisant ça, ils vont se rendre compte qu'ils développent cet outil d'analyse, très mathématique pour le coup, et qu'ils arrivent à faire une image d'une précision hallucinante. Et donc c'est le Covid qui leur a permis d'obtenir cette image. Alors l'autre truc que j'ai appris, c'est que c'est aussi le papier toilette qui leur a permis d'obtenir cette image. Parce que pour avoir ce genre d'image, vous voyez, l'enjeu, c'est pas seulement de faire une image, c'est de faire plusieurs images et que ça n'ait pas bougé entre-temps. Donc il faut une incroyable stabilité mécanique de votre dispositif. Il ne faut pas que les gens fassent ça dans la pièce. Alors moi, j'imaginais des outils hyper sophistiqués pour vérifier des sismographes ou des je sais pas quoi, pour vérifier que les gens ne fassent pas les andouilles. Mais non, on suspend du papier toilette. Donc ils suspendent des rouleaux de PQ, en fait, dans la pièce du labo. Et il avait fait un calcul sur le coin d'une enveloppe que si le rouleau de PQ bougeait de plus de quelques centimètres, ça veut dire que ce n'était pas assez stable pour qu'il fasse l'expérience. Et donc quand on voit que c'est stable, que ça ne bouge plus trop, on ferme les portes, plus personne ne rentre, on lance l'expérience, elle peut durer des semaines. Et pendant des semaines, ils sont capables de rester au dixième d'atome près, à la verticale de leur matériau. Alors souvent, ils travaillent la nuit, quand il n'y a pas de métro dans le coin, etc., etc. Il y a pas mal de contraintes, mais avec ça, ils font une image prodigieuse. Je vous ai évidemment emmené l'article pour que vous me croyiez. Donc il est là, l'article. Et on voit effectivement à l'intérieur qu'il y a l'image qui est ici. Puis là, plein d'analyses hyper compliquées. Quelles sont les perspectives? On continue d'améliorer ça, d'essayer d'aller plus vite pour faire les images, de faire des meilleures images, d'améliorer les techniques mathématiques. En fait, c'est vraiment un mélange entre des technologies très avancées, de la physique quantique pure et dure, et aussi du traitement du signal et des maths assez sophistiquées, et beaucoup d'informatique. Et c'est le mélange de tout ça qui permet maintenant de faire ces images aussi incroyables. Alors, on a plein d'espoir dans ce champ-là. Alors, j'ai demandé à David Müller, mais toi, ça serait quoi ton rêve? Alors ça, c'est vraiment une question à ne pas poser à un Américain. Quand vous la posez à un Français, il dit non, rien, je ne sais pas, on va essayer d'améliorer. Quand vous la posez à un Américain, il m'a dit moi, c'est scanner le cerveau en un jour. Ok. C'est quoi? Il m'a dit oui, je suis sûr qu'on peut peut-être faire des trucs en 3D, puis en faisant des tranches successives et tout et tout. Moi, je pense qu'on pourra un jour arriver à scanner un cerveau avec un microscope électronique en 3D en un jour et scanner votre pensée. Bon, je n'ai pas exactement compris comment, mais il est ambitieux. En attendant, il a développé tout un champ de recherche et il part tous azimuts. Et il y a plein d'autres gens qui font ça dans le monde. Par exemple, étudier les ions et le mouvement du lithium dans des batteries au lithium. Il y a plein d'enjeux technologiques, industriels et scientifiques autour de ça. Et ce genre d'outils apporte plein de réponses à ce genre de problèmes. Donc on est à nouveau au cœur de la physique des solides, de la matière, de la chimie et aussi de la physique quantique pure, parce qu'à cette échelle-là, tout est gouverné par les lois de la physique quantique. C'était ma deuxième expérience. Ça va, vous tenez le coup? Il y en a encore deux. Hein. Donc ça, c'était le microscope le plus puissant du monde. Allez, poubelle. Oula, là on est dans le noir. Le noir. Et je vais vous raconter. Alors, vous voyez, on a fait la technique de brute, j'appuie comme une brute sur des diamants. La technique délicate, j'invente un outil de mesure très original.
Puis il y a d'autres façons en jouant sur d'autres facteurs. On n'est pas toujours obligé de jouer sur la taille, comme je l'ai fait jusqu'à présent, ou sur la force ou la pression, ou sur ce qui se passe autour. On peut juste aller voir à temps plus court. Vous savez, quand vous avez un appareil photo ou un smartphone et que vous prenez quelqu'un qui est en train de courir, s'il court trop vite, c'est flou. Mais si vous avez un meilleur appareil photo, vous arrivez à le saisir. En gros, les caméras s'améliorent de plus en plus pour capturer ce qui se passe quand quelque chose va vite. Et la question, c'est quelle est la meilleure caméra, quel est le meilleur dispositif pour filmer un truc qui va vraiment très vite? Alors la réponse, c'est ça dépend de l'échelle et ça dépend de ce qu'on veut voir. Si on veut voir ça à notre échelle à nous, il y a des caméras incroyables qui ont été développées, les Streak Cameras, qui permettent de filmer à, maintenant le record, c'est 100 000 milliards d'images par seconde. Mais je ne vais pas vous en parler ce soir. Moi, celle dont je vais vous parler, c'est une caméra quantique. Donc l'enjeu, ce n'est pas de filmer, c'est de faire tous les trucs les plus durs à la fois. Vous allez filmer à l'échelle de la quantique, donc à toute petite échelle, des phénomènes ultra rapides et essayer de voir comment se comporte la physique quantique quand vous la capturez presque en direct. Vous voyez, quand vous ne faites pas juste une photo qui prend une semaine à être prise, avec mon microscope de tout à l'heure, mais que vous arrivez à capturer ces mouvements les plus infimes. Donc je vais essayer de vous parler de la mesure la plus courte au monde. Alors il y a deux techniques qui se sont répandues ces dernières années. Là, on est vraiment dans un champ de recherche nouveau qui a éclos ces dernières années et qui maintenant est très répandu, et notamment ici, hein, Andrea au premier rang, toi tu fais ça. Hein, donc là maintenant j'ai peur, je ne te regarde plus. Je vais vous raconter comment est-ce qu'on peut essayer de filmer déjà des atomes en train de bouger. Vous dites, ça va, les atomes en train de bouger, ça va être facile. Non, ça va très vite des atomes quand ça bouge. Regardez, je vous ai mis des échelles ici. Ça, c'est nous, c'est ça, 1 seconde, voilà, c'est mon pouls, d'accord. Là, c'est les battements d'une mouche, on est à la milliseconde. Si je descends le millionième de seconde, le milliardième de seconde, là, par exemple, c'est quand votre smartphone fonctionne, les calculs qu'ils font, ils en font tous les milliardièmes de seconde à peu près. On parle de gigahertz, c'est à peu près la même chose. Et l'idée, c'est d'aller voir les vibrations des atomes, et c'est là, les vibrations des atomes, 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 15 secondes. Ça va très, très vite. Comment on peut inventer une caméra à ces vitesses-là? La réponse, c'est on ne peut pas. Donc il faut trouver une autre technique. Et la technique, elle va être copiée sur un truc du 19e siècle, qui avait été inventé par Muybridge, en gros sur le principe. Muybridge, au 19e siècle, était en cheville avec des milliardaires, et notamment un milliardaire qui s'appelait Stanford, qui a après fondé l'université de Stanford, et qui se posait des questions de milliardaires. Donc sa question, c'était, est-ce il avait des copains milliardaires, et au café, il s'était demandé, ou au whisky, je ne sais pas, quand nos chevaux, ils avaient plein de chevaux, quand nos chevaux galopent, est-ce qu'il y a un moment donné où le cheval, il a ses 4 pattes en l'air? Alors vous pouvez essayer de regarder les chevaux, je vous défie d'essayer de répondre à ça, ça va trop vite. Et donc Muybridge, qui était un type très malin, qui faisait des photos à l'époque, il n'y a pas de caméra, hein, qui faisait des photos très astucieuses avec plein de dispositifs technologiques, ils lui disent, est-ce que tu ne saurais pas nous fabriquer une expérience qui permette de mesurer ça? Tu as budget libre, parce que c'est vraiment une question essentielle pour l'humanité, lâche-toi. Muybridge dit, ok, j'y vais, et il fabrique un truc génial. Il prend un champ de course avec le cheval, là il y avait un cheval, c'était une jument qui est là, et ce qu'il va faire, au lieu d'essayer de le filmer, parce qu'il n'a aucune chance, il n'y a pas de caméra à l'époque, il va prendre 15 appareils photo. Et il se met 15 appareils photo, comme ça, les uns à côté des autres, et il va prendre une grande plaque métallique ici, avec un lien métallique et un truc électrique qui va déclencher l'appareil photo. Vous savez, comme on fait les retardateurs là, dans les anciens appareils. Et l'astuce, c'est qu'au lieu qu'il y ait un humain qui déclenche, parce que ça ne pourra jamais aller assez vite, en fait, c'est le cheval lui-même qui, en tapant avec ses pattes, fait court-circuit et déclenche l'appareil photo. Et donc, il a ces 15 appareils photo qui sont là, il y a tous les copains milliardaires qui sont là, ils ont parié et tout, et on lance la jument, on la prend 15 fois en photo avec 15 moments différents, on reconstitue ensuite le petit film, on fait un petit stop motion, vous savez, un petit dessin animé, et là, on voit qu'à un moment, sur la 4e photo, le cheval a les 4 pattes en l'air. Voilà, ça c'est la réponse que vous attendiez tous. L'idée est géniale, et Muybridge va s'en emparer et va faire des tas de films. Alors, il faut aller voir les films sur YouTube, ils sont à mourir de rire. Donc, il va essayer de tout filmer, tous les animaux, des humains, en train de faire des tas de trucs. Alors, ils sont toujours nus, les humains, parce qu'il faut filmer l'anatomie. Donc, on voit 2 femmes en train de prendre le thé, complètement nues, je ne sais pas pourquoi. C'est assez curieux. Et il a inventé le cinéma avant le cinéma. Hein. Il a fait des séances de projection, de vulgarisation, de tout ce qu'il arrivait à filmer à temps court. Et puis, le truc est un peu en veille. Dans les années 50, on commence à utiliser ce genre de technique aussi pour filmer, par exemple, les explosions, les premières explosions nucléaires. Et puis, ça se recalme un peu. Et on arrive dans les années 80, 90, 2000. Et là, il y a un nouvel outil qui apparaît, en fait, il est apparu depuis les années 60, c'est le laser. Et le laser, c'est une lumière absolument exceptionnelle, inventée par les physiciens de la physique quantique, hein, c'est une lumière artificielle, et qui va permettre, en gros, de faire des flashs très courts. On dit comme ça a l'air facile, il va falloir 30 ou 40 ans pour développer ça, il y aura beaucoup de prix Nobel à la clé, mais on est capable, avec un rayon laser, de faire des flashs incroyablement courts. Donc l'idée, ça va être de faire un peu la manip de Muybridge. Au lieu que ça soit des chevaux, c'est des atomes, ils vont bouger, et on va essayer de prendre la même photo, mais à chaque fois en attendant un peu plus longtemps. Et je vais vous le faire en direct. Donc on prend des atomes, voilà mes atomes, j'en ai pris 5. Ouais. J'ai 5 atomes, je prends un laser, il est là,
C'est ça, c'est mon laser. Ouais, c'est ça. Le laser. Et en fait, l'astuce, ça va être de prendre 2 lasers. Ou alors un laser qui fait 2 lumières. Vous allez voir. Donc j'en ai 2 en réserve, j'ai mon deuxième. Donc vous êtes prêts? Je lance mes atomes, donc c'est mon cheval. Hein. Donc ils commencent à bouger. On va dire qu'ils ont à peine bougé là. Ils sont juste mis comme ça. Et j'envoie un premier... Non, pardon, je les laisse calmes. Excusez-moi. Je reprends. Pouf, pouf. OK. Mes atomes sont calmes. C'est parce que tu es là, Andrea, tu me stresses. Hein. Et attention, j'envoie un premier flash laser. Alors attendez, là, effet spécial. Flash. Voilà, merci pour Juliette. Donc, au passage, c'est le moment pub. Tout ce dispositif a été développé avec une designer formidable qui s'appelle Juliette Nier et qui travaille en ce moment à Zurich. Donc, si vous voulez travailler avec elle, elle est là en Suisse et elle est incroyable. Donc, flash. Et ce qui fait ce flash, c'est qu'il ne prend pas du tout la photo, il envoie beaucoup d'énergie au système et donc ça le fait vibrer les atomes. Donc, en fait, c'est comme le moment où vous lancez la jument, c'est le moment où vous lancez les atomes. Oh, les atomes, ils ont vu le flash, ils se mettent à s'exciter, ils vont se mettre à bouger. Oh, ils bougent. Et dès qu'ils ont bougé juste après, c'est là où vous prenez la photo avec votre deuxième laser. D'accord? Bon, il y a des manières un peu astucieuses de prendre des photos, et vous avez une photo. D'accord? Et l'astuce, vous vous souvenez, là, on n'a pas pu mettre 15 appareils photo, donc on va juste dire à la jument, tu recommences. Alors, la jument, elle ne va jamais recommencer pareil, mais les atomes, c'est hyper reproductible. Vous leur dites, refais le même truc, ils refont le même truc. Hein. Donc, on reprend mes atomes, on recommence, flash. Et là, j'attends un peu. Donc là, il bouge, mais il bouge un peu plus qu'avant. Et là, photo. Eux, ils appellent ça probe, pump, des noms comme ça, mais bon, moi j'aime mieux flash photo. Et on reprend la photo, et bien là, on trouve une photo où ils sont un peu plus écartés. Et vous voyez l'astuce? C'est qu'à chaque fois, vous allez remettre toujours le même flash pour toujours les exciter de la même manière, mais vous allez à chaque fois les laisser continuer leur mouvement et prendre des photos. Et petit à petit, vous faites exactement comme Mubridge, vous récupérez les photos et vous vous faites un dessin animé. Et vous voyez vos atomes en train de vibrer. Et vous pouvez faire ça avec la vibration des atomes et avec plein d'autres phénomènes dans la nature. Et voilà ce que ça donne. Je vous ai emmené un article en direct. Voilà. L'article d'un collègue, Marino. Vous voyez les petites oscillations là? Vous ne les voyez pas du tout. Hein? Oh bah si, on les voit hyper bien. Ça, c'est des atomes en train de vibrer en direct sous vos yeux. On a des mesures à la picoseconde près et où on voit des oscillations presque à la femtoseconde. Et donc là, pour la première fois, on voit les atomes vibrer. Ça n'a aucun intérêt. On sait que les atomes ils vibrent dans la matière, et puis on savait le mesurer de plein de façons différentes, notamment avec des neutrons. On sait très bien faire ça, par exemple au Paul Scherrer Institute, qui est pas loin de chez vous. Mais là, soudain, on va pouvoir contrôler les choses et on va pouvoir s'amuser un peu. Donc par exemple, on va s'amuser à balancer des rayons laser un peu plus forts pour exciter d'autres choses dans la matière. Et soudain, on va se rendre compte qu'on accède à tout un nouveau champ de la physique, le champ de la physique hors équilibre. Clairement, ils ne sont plus à l'équilibre, mes atomes. Je les ai titillés, je leur ai donné un petit coup de poing et je regarde comment ils réagissent. Et bien, si on donne certains coups de poing dans certaines directions, de certaines façons, avec certaines températures et certains paramètres, soudain les atomes et surtout les électrons font des choses inattendues. Et soudain, ils vont se comporter comme on ne l'a jamais vu dans la matière. Par exemple, on va arriver à créer des supraconducteurs comme Cameron, mais sans presque avoir besoin de refroidir, ou un petit peu éventuellement. Ça va être très fugace, mais si on est capable de le capturer, on va atteindre tout un nouveau champ de la physique. Alors les gens détestaient ce champ de la physique parce que c'est super compliqué de calculer ce qui se passe hors équilibre, mais maintenant on y accède avec les outils, donc il n'y a plus le choix. Donc théoriciens et expérimentateurs se sont emparés de ce nouveau champ de la recherche qui est mesurer ce que fait la matière quand on lui donne un coup de poing et qu'on regarde comment elle réagit juste après, à la femtoseconde près. Et ce n'est pas du tout le record du monde. Je suis désolé, Andrea, il y a des gens qui ont fait bien mieux. Ça, c'est déjà pas mal, et ça permet d'accéder à tout un champ de la recherche. Mais la personne qui a fait bien mieux, elle a eu le prix Nobel l'année dernière. Elle était de mon université, maintenant elle est en Suède, c'est Anne Lhuillier. Anne Lhuillier, dans les années 80, ne fait absolument pas cette physique-là. Elle s'intéresse à ce qui se passe quand on balance de la lumière sur un gaz. D'accord ? Donc on a un gaz qui flotte, elle balance des rayons infrarouges sur ce gaz et des rayons de lumière de laser, très courts comme toujours, et elle regarde comment le gaz réagit. Et soudain, elle mesure un phénomène complètement anormal. Le gaz a l'air de recracher une lumière comme on n'en a jamais vu encore. Une lumière dans les rayons X, très énergique, mais surtout qui a l'air d'avoir une cohérence, qui a l'air d'avoir des fréquences, des harmonies qu'on dit, qu'on n'a jamais vues jusque-là. Alors là où elle est très forte, Anne Lhuillier, moi j'ai une admiration sans borne pour elle, c'est que non seulement elle fait l'expérience qui permet de voir ça, ensuite toute la communauté essaye de comprendre pourquoi, et c'est elle-même, 2 ans plus tard, qui va faire la théorie pour expliquer ce qui s'est passé. Quand même la classe, hein. Et la théorie, c'est que ce qui se passe en fait, c'est que les atomes, quand on leur balance ce rayon laser, alors là, accrochez-vous, hein, vous êtes prêts? Donc il y a l'atome, on lui balance un rayon laser, et ça arrache un électron. D'accord? Je l'ai titillé, hop, il y a un électron qui sort. Mais mon rayon laser, il continue d'arriver, c'est une vague. Et donc si mon rayon laser est synchronisé comme il faut, la deuxième vague, elle arrive sur l'électron et hop, elle le ramène dans l'atome. Vous savez, c'est comme une vague dans la mer, vous échappez, oh non, vous êtes ramené en arrière. Donc l'électron, il sort, oh non, il doit re-rentrer.
Mais lui, il était sorti pour relâcher de l'énergie, et quand il re-rentre, il relibère son énergie sous forme d'un petit rayon de lumière, une petite impulsion de lumière très courte. Et c'est cette impulsion de lumière qui a des propriétés incroyables. On se dit, bon, ok, c'est vraiment un phénomène très précis et très spécifique, et on ne voit pas le rapport avec des caméras ultra rapides. Sauf que quelques années après, elle et des collègues à elle, qui auront aussi le prix Nobel, vont utiliser ces toutes petites impulsions de lumière, les domestiquer, les contrôler, au point que ça soit leur flash lumineux. Et vous voyez que si vous raccourcissez la durée du flash et qu'il a une caractéristique très spéciale et une nature de lumière très spéciale, vous accédez à des temps encore plus courts. Et alors Anne et ses collègues, on était jusque-là à peu près, eux, ils vont arriver à aller par là. Ils vont arriver dans le domaine des attosecondes. On ne connaît même pas le nom, hein, attosecondes. Donc il faut mettre beaucoup de zéros avant de mettre un 1 dans le chiffre, tellement c'est court, hein, des milliardièmes de seconde. Une attoseconde par rapport à une seconde, c'est comme une seconde par rapport à l'âge de l'univers. C'est court. Et depuis quelques années, on arrive à faire des mesures presque à l'attoseconde près, à la dizaine d'attosecondes près. Le record, c'est 43 attosecondes. Et là, soudain, on voit des phénomènes, alors pas du tout des atomes qui vibrent, là, ça n'a aucun intérêt pour les atomes, ils vibrent trop lentement à ces échelles de temps. On voit des trucs qu'on pensait être instantanés. Je vous donne un seul exemple, un truc classique chez les physiciens, c'est de savoir que quand on balance de la lumière sur un atome, ça arrache un électron. On appelle ça un effet photoélectrique, par exemple, et c'est instantané. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans les bouquins toujours. Eh ben non. On s'est rendu compte, en filmant un électron arraché d'un atome, que ce n'est pas instantané, et maintenant on s'est filmé presque en direct l'extraction de l'électron. Vous voyez que ça a plein d'enjeux, des enjeux industriels, et puis des enjeux même sur la biologie, hein, le principe de la photosynthèse qu'on ne comprend pas complètement. Et bien, ce genre d'expérience permet d'aider à comprendre ce qui se passe pendant le processus de la photosynthèse. Ça permet de mieux comprendre aussi la chimie, les réactions chimiques, et de les voir en direct, qu'on soit à la femtoseconde ou maintenant à l'attoseconde. Donc ce qu'il y a d'amusant et paradoxal, c'est que ces expériences au temps les plus courts, il n'y a jamais de caméra dans l'histoire. C'est plutôt des flashs de lumière hyper courts. C'est ça l'astuce. Et c'est ça la révolution, c'est d'avoir réussi à faire des flashs de lumière de plus en plus courts. Et là aussi, on peut se dire un peu comme avec Camerlingh Hunt, est-ce que vraiment elle méritait le prix Nobel? Elle a juste réussi à faire un flash de lumière court. D'accord? Mais vous voyez exactement comme Camerlingh Hunt, ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire avec ces flashs de lumière. C'est le champ de recherche, le champ d'investigation que ça ouvre. Un peu comme le type qui avait inventé les caravelles au moment des explorations et qui a permis ensuite à Christophe Colomb ou à Magellan d'aller faire leurs explorations. Et c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel, mais c'est pour ça qu'elle a dû attendre pas mal de temps avant d'avoir le prix Nobel, parce que la découverte date en 2 des années 80 et elle l'a eu l'année dernière. Parce qu'il avait fallu suffisamment de temps pour qu'on voit qu'en fait plein de gens s'étaient emparés de cette technique et l'avaient utilisée pour découvrir de la physique. Ça ne suffit pas d'avoir une petite idée géniale, il faut qu'elle soit reprise par la communauté et qu'on se rende compte que c'est vraiment important à grande échelle. Et c'est maintenant un champ en pleine éclosion. Ça va, on s'en fait une dernière? J'ai tellement dépassé les temps. Non, mais le discours, il était long au début. Hein. Moi, j'ai gagné 10 minutes. Hein. Je négocie. Il me reste encore 10 minutes. Ouais. Parce que j'ai gardé la mieux et la plus dure pour la fin. Alors celle-là, elle est vraiment folle, celle-là. Je vais vous présenter le gaz le plus froid du monde. Donc là, c'est une sorte de bouquet final. Vous avez plein de manières de faire des découvertes. Augmenter la pression, aller à des temps plus courts, mieux zoomer grâce à un microscope électronique. Vous en avez une dernière, c'est aller revisiter les expériences classiques, mais en les faisant mieux. Alors ça donne vraiment pas envie. Mais vous dire, allez, je vais refaire une expérience que tout le monde a fait depuis 400 ans, mais moi, je vais la faire mieux. Et ça n'a aucun intérêt. Hein. Ça a un intérêt seulement si, à un moment donné, il y a un enjeu nouveau théorique. Il se trouve qu'il y a une expérience qui est le grand classique, qui est la première expérience fondatrice de la physique, et que les gens essaient de refaire aujourd'hui, qui est l'expérience de la chute des corps. Attention, je vais vous faire l'expérience de la chute des corps en direct. Donc on est avec Galilée. Et Galilée se pose une question que s'était posée Aristote avant lui. Si je prends deux corps, un lourd, un léger, et je les lâche, lequel arrive en premier? Et la réponse c'est... Bon, on ne voit rien. La réponse c'est... Ils arrivent en même temps. Vous allez me dire, c'est vraiment pas précis mon truc, il faudrait peut-être une caméra, puis peut-être de plus loin, puis peut-être qu'il y a le frottement de l'air, et vous aurez raison. Seulement à l'époque, on sait faire l'expérience un peu mieux que ça. Par exemple, il y a deux Hollandais qui se mettent en haut d'une église à Delft et qui lâchent une masse de plomb de 10 kg, une autre de 1 kg, et ils voient qu'elles arrivent en même temps. On a cru parfois que c'était à Pise que Galilée avait fait ça. Non, c'était des Hollandais en Hollande. Mais ce n'est pas très précis, c'est un peu précis. Et aux précisions des mesures près, à l'époque, on savait que deux corps de masse différentes arrivaient de la même manière. Et on comprend ça très bien ensuite avec Newton, avec Galilée puis avec Newton. Newton dit, bah oui, c'est normal, c'est la Terre qui accélère les objets. Et quand la Terre accélère les objets, on se fiche complètement de la masse de l'objet, en fait. C'est indépendant de la masse de l'objet, cette accélération. Donc ils tombent de la même manière, quelle que soit leur masse, même si ce n'est pas très intuitif. Évidemment, ça ne va pas être vrai s'il y a des frottements. Un parachute, ça ne tombe pas de la même manière qu'une balle de tennis. Mais si vous enlevez l'air, ça tombe de la même manière. Et là, on peut se dire, mais comment vous savez? Alors, les gens ont été vérifiés, ils ont été dans la tour de Brême en Allemagne. Donc vous allez à Brême,
Ils ont un truc qui s'appelle la tour de chute. Voilà, alors la tour de chute, je vous l'ai emmenée. Elle est hyper grande, elle fait 120 mètres de long, elle ne tient pas. Ah, elle ne tient pas. Bon, voilà, elle est là. Donc vous la videz, la tour de chute. Donc il y a des pompes partout qui vident la tour, et puis vous lâchez vos 2 corps dans la tour de chute. Vous les lâchez, et vous voyez qu'ils tombent exactement de la même manière, ils arrivent en bas par terre, et voilà, la messe est dite. Sauf qu'il y a des prédictions théoriques actuelles qui disent, si ça se trouve, c'est pas vrai. Et que ça touche au problème le plus fondamental de la physique aujourd'hui. C'est quoi le problème le plus fondamental de la physique aujourd'hui? C'est qu'on a 2 théories parfaites, qui marchent incroyablement bien, qui n'ont été que vérifiées depuis 100 ans qu'elles ont été mises en place. La physique quantique, le monde du tout petit, la relativité générale, le monde de la gravité, du temps et du très grand et du très rapide. Et les 2 marchent magnifiquement. Et les 2 ont d'ailleurs été lancés par la même personne qui était Einstein, quand même. Et on ne sait pas les mettre ensemble. On n'a pas un cadre théorique qui permette de comprendre les 2 à la fois. On ne comprend pas la gravité en physique quantique telle qu'on la comprend en relativité générale. Et c'est un vrai gros problème. Alors, il y a 2 points de vue. Il y en a un, c'est de dire, bon, c'est pas grave, on va bosser soit en relativité générale, soit en physique quantique et tout va bien se passer. C'est assez raisonnable. Puis il y a quand même des théoriciens, des expérimentateurs qui se disent, bon, il faut quand même qu'on comprenne. Et peut-être qu'il y aurait un nouveau modèle, une sorte de super modèle, vous voyez, grande unification, qui permettrait de comprendre cette gravité un peu comme les autres interactions qu'on a en physique quantique, et de comprendre tout dans un même cadre. Et donc il y a plein de propositions théoriques très originales. Vous avez par exemple peut-être entendu parler de la théorie des cordes, qui disent on va repenser la gravité autrement. Einstein a tort, et en fait la gravité est différente. Mais comme toujours, on peut toujours se faire plaisir avec des belles théories. En physique, il y a toujours un arbitre, c'est la nature. Vous mesurez et vous regardez ce qui marche ou ce qui ne marche pas en fonction de votre modèle. Et donc les expérimentateurs, dans ce cas-là, ils disent dites-nous ce qui ne devrait pas marcher avec Einstein, mais qui marcherait avec votre théorie. Comme ça, on verra bien qui a raison ou tort. Et là, les physiciens répondent la chute des corps. La théorie de la relativité d'Einstein, elle se base sur ce qu'on appelle le principe d'équivalence, et c'est vraiment cette histoire de chute des corps. Et donc, si cette théorie ne marche plus à un moment donné et qu'un nouveau modèle doit être mis en place, eh bien, la chute des corps ne devrait plus marcher. Donc le corps le plus lourd devrait tomber un peu plus vite que le corps le plus léger. Et là, on répond, mais non, on a fait les mesures et c'est pas vrai. Et là, les théoriciens vous disent, ah oui, mais vous n'avez pas mesuré avec 18 chiffres après la virgule. Parce que nous, on pense que ça va dévier au 17e chiffre. Et donc, un des enjeux les plus importants de la physique expérimentale aujourd'hui, c'est waouh! Même le vidéoprojecteur n'est pas d'accord. Tu veux que je débranche et que je rebranche? D'accord. Alors là, on part dans un monde de l'inconnu. Waouh! Oh! Et là, est-ce que tu vois mon... C'est pas grave, on était presque à la fin. Hein. Je débranche et je rebranche. C'est bon. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon fond d'écran, en fait. J'arrive. Hop. Oh, mais elle n'est pas très grande, la chute des corps. Hein. Ah, la voilà. Et donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer la chute des corps avec 18 chiffres après les virgules? Et là, à Brême, ça ne suffit pas. Alors, quand je dis ça ne suffit pas, c'est que ce n'est pas assez précis. Pourquoi? Parce que la tour n'est pas assez haute. Il faut que vous ayez une durée de chute très longue pour être très précis. Là, c'est 4 secondes, la durée de chute. Ce n'est pas assez. Et donc, les types se sont dit, pas de problème, on va dans l'espace. Donc, je vous présente l'expérience microscope. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça microscope, ce n'est pas du tout un microscope. C'est un satellite qu'on fait tourner autour de la Terre. Vous savez, un satellite, quand il tourne autour de la Terre, en fait, il tombe parce qu'il est en chute libre. Il tombe en permanence sur la Terre, mais il ne s'écrase pas parce qu'au début, il avait un peu de vitesse. Et donc, dans ce satellite, on a mis 2 corps. Alors, c'était des cylindres, mais ça revient au même. Hein, et on les a fait tourner pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a regardé s'il y en a un qui tombait plus vite que l'autre, et la réponse, c'est non. Donc Einstein a raison, avec 15 chiffres après la virgule. Les autres disent, ah mais ouais, mais dommage, il fallait mesurer avec 17 chiffres après la virgule. Bah ouais, mais c'est pas facile, bah ouais, mais retravailler. Et là, on peut se dire, quel est le lien avec la physique quantique? Et il n'y en a pas. Bah, il y en a voir maintenant. C'est qu'il y a des physiciens qui se sont dit, nous, on va utiliser la physique quantique pour mesurer la chute des corps. Au lieu de mesurer la chute de gros corps, on va un peu se compliquer la vie. Nous, on va mesurer la chute d'un atome. Alors, un atome, ça tombe, évidemment, parce que moi, je suis fait d'atomes, donc si je tombe, ça veut dire que les atomes, ils tombent. Mais c'est très compliqué de mesurer la chute d'un atome. On ne voit vraiment pas l'intérêt d'aller se prendre la tête avec des atomes. Mais ils sont un peu plus malins que ça. Ils ont dit, on ne va pas prendre un atome tout seul, on va prendre du gaz. Vous voyez mon gaz, là, il est là. Un gaz d'atome, et ce gaz, on va le refroidir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire refroidir un gaz? C'est comme si vous le mettiez au frigo. Un gaz, c'est ça, des atomes qui bougent dans tous les sens. Et si vous le refroidissez, ça bouge plus lentement. Et si vous refroidissez énormément, ça bouge très peu. Et donc, les physiciens se sont dit, qu'est-ce qui se passe quand on refroidit un gaz énormément? Alors, ça, on le sait depuis quelques années. Dans les bonnes conditions, le gaz devient quantique. Et soudain, tous les atomes se mettent ensemble et forment une vague quantique géante. On appelle ça un condensat de Bose-Einstein, un truc incroyable. Et ils se sont dit, on va lâcher
bon, ça devient compliqué, hein. Ils se sont dit, on va faire un gaz, on va le refroidir, alors tout ça pendant la chute, hein. Donc on le refroidit pendant la chute, les atomes tombent, soudain, pouf, ils forment un condensat de Bose-Einstein, on le laisse tomber, et là, on va le faire interférer avec lui-même. Donc là, tenez-vous bien, quand les atomes tombent en chute, vous pouvez, en leur balançant des rayons laser, les faire un peu remonter vers le haut ou les ralentir. D'accord ? Donc l'atome, il tombe, ou le gaz, là, il tombe, puis vous lancez un petit rayon laser, qui fait qu'il tombe un peu moins vite. Mais en physique quantique, on peut avoir un objet à deux endroits à la fois. Donc votre gaz quantique, vous êtes toujours avec moi, il tombe, vous lui balancez un rayon laser pour le dédoubler, il se dédouble, il tombe plus vite que lui-même, il est comme ça, et vous rebalancez un rayon laser pour qu'il se rattrape. D'accord ? Nous, on appelle ça les interférences de Ramsey, c'est très chic, mais en gros, c'est ça. Il se rattrape, et quand il se rattrape, c'est comme deux vagues qui se mélangent, parce que c'était une vague, il interfère avec lui-même. Vous savez, deux vagues dans l'eau, elles se mélangent, parfois elles s'ajoutent bien, parfois elles se soustraient. Et donc quand vous faites ça, donc vous y êtes, hein, mon gaz, il se dédouble, je le laisse se rattraper, eh bien, la façon dont les vagues vont se recombiner vous dit en gros ce qui s'est passé pendant la chute et comment le gaz est tombé. Et avec ça, on peut avoir une précision diabolique. C'est ça qui permet de faire les mesures les plus fines de la gravité. On fait ça par exemple en haut de l'Etna en ce moment, pour mesurer les changements sous le sol liés à l'activité du volcan et mesurer 1/1000e de l'effet de la gravité terrestre, tellement c'est sensible. Donc on lâche des atomes en haut de l'Etna qui se dédoublent, qui se rattrapent et qui vous disent ce qui se passe sous le sol. Et donc il y a une équipe autour de Ernst Strassel, qui est une équipe internationale, qui s'est dit on va faire ça nous pour mesurer la chute des corps. Vu que ça mesure très bien la gravité et très bien l'accélération, on va bien voir si je prends un gaz avec un atome et un gaz avec un autre atome plus lourd, est-ce qu'il tombe plus vite ou pas? On devrait avoir une précision diabolique. Alors dit comme ça, c'est facile. Alors mes amis physiciens et physiciennes de la salle, vous savez que faire un condensat de Bose-Einstein dans un labo de physique quantique et d'optique quantique, c'est une grosse expérience compliquée et délicate. Mais là, l'enjeu, vous vous souvenez, c'est de la faire tenir dans le cylindre qu'on lâche en haut de la tour de Brême. Donc ils ont tout miniaturisé. Ils ont mis ça dans un petit microprocesseur, une sorte de micro-laboratoire avec les lasers, la pompe, tout tient dans une boîte à chaussures. Et là, je me souviens de ma discussion avec Ernst, je lui avais dit, quand même, une boîte à chaussures, vous charriez parce que le cylindre, il est vachement plus gros. Et il nous a dit, oui, mais c'est parce qu'après, on veut l'envoyer dans une fusée. OK. Donc ils ont pris ça, ils l'ont mis dans le cylindre de la tour de Brême, je le mets, hein, hop. Puis ils l'ont lâché, donc là vous croisez les doigts que tout pète pas. Alors là on se dit chute de 4 secondes en chute libre, alors en bas en fait il y a une piscine de polystyrène pour recevoir l'objet, et c'est pour ça qu'on doit attendre 4 ou 5 heures pour refaire l'expérience, parce qu'il faut tout nettoyer et refaire le vide avant de relâcher le cylindre une deuxième fois. Et lui il a fait 500 expériences dans la tour de Brême, donc vous calculez le nombre de jours où il a été lâché son cylindre avec son équipe, et en faisant ça je lui dis ah. Et donc ça y est, tu as la solution. Je dis, oh non, pas du tout, elle est toute pourrie cette mesure. C'est juste pour montrer qu'on était capable de la faire, parce que nous, notre but, c'est faire comme le satellite, la faire dans l'espace. Je dis, alors, vous l'avez fait dans l'espace? Bah oui, on envoyait des fusées. Donc, les types, ils ont des fusées qu'ils envoient du labo, hein, qui vont en proche atmosphère, qui font une chute de 20 minutes. Et là, ils ont réussi à voir que leur expérience marchait, qu'ils arrivaient à faire ça et tout et tout. Et je dis, alors? Il dit, oh, non, on n'a pas du tout la précision. C'était pour montrer qu'on était capable de le faire dans l'espace. Je dis, alors maintenant? Il dit, bah maintenant, on l'a fait dans l'ISS. Je dis, ah bon? Dans l'ISS, il y a un labo de physique. Alors, il y a un labo de physique quantique dans l'ISS, le Cold Atom Lab. Donc, ils dirigent depuis la Terre le Cold Atom Lab. Il y a les les spationautes, astronautes, bon bref, les cosmonautes, là, Thomas Pesquet, quoi, qui sont là et puis qui appuient, qui font les aides, en gros, de physique quantique. Et on est capable de faire des chutes d'atomes dans l'ISS. Et je dis alors? Et la solution? Il me dit ah non, mais l'ISS, ça vibre à fond, ça marche pas du tout. C'est juste pour prouver à la NASA et au CNES qu'on est capable de le faire pour qu'ils nous payent notre satellite et qu'on puisse se faire, nous aussi, notre expérience en satellite, en chute libre d'un condensat de Bose-Einstein pendant 2 ans. Et on en est là. C'est hyper frustrant, hein? Vous aimeriez avoir la solution, et ben revenez dans 10 ans. Et les échelles de temps, elles sont monstrueuses. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de faire leur truc. Et là, je me dis, mais comment ils tiennent le coup? Ben, je sais pas, ça les amuse, quoi. Et alors, le moment vraiment savoureux de la discussion, c'est quand je lui ai parlé de son article que je vous ai amené. Donc là, c'est un article où il raconte la chute dans la tour de Brême. Et là, j'attire votre attention sur cette figure-là. Ça, je vais vous la zoomer tellement elle est incroyable. C'est ma figure la plus incroyable de la soirée. Donc là, ils ont réussi de façon un peu astucieuse, en gros, à filmer ce que devient leur nuage. Et il faut que je vous la mette à l'endroit. Vous voyez le nuage, c'est une espèce de petite boule lumineuse. Ah non, on voit absolument rien, quoi. Ah si. Ah, c'est catastrophique. C'est super dur d'imprimer à cette échelle-là. Donc pareil, j'espère que Ernst n'était pas dans la salle ni ses collègues. Et là, c'est une figure, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une faute de frappe, parce qu'en haut, vous ne le voyez pas, mais il y a écrit 38 pK. 38 picokelvin, c'est-à-dire que là, il dit qu'il a refroidi son gaz à 38 millièmes de milliardième de degré du zéro absolu. Et donc là, je l'ai contacté en lui disant, je pense qu'il y a une erreur, parce que clairement, là, c'est genre 1000 fois plus froid que n'importe quoi dans l'univers. Vous vous êtes trompé. Il dit, ah ben non, pas du tout. On a réussi à développer des techniques avec nos lasers qui refroidissent les atomes pour atteindre 38 millièmes de milliardième de degré du zéro absolu. 1000 milliards de fois plus froid que Kamerlingens. Et vous rajoutez un facteur 100, 200 ou 300 par rapport à nous.
Et je lui ai dit, mais c'est incroyable, pourquoi tu as appelé ton article comme ça? Son article, alors le titre c'est catastrophique, c'est Condensed Wave Matter, je sais pas quoi. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas dit record du monde du froid le plus incroyable? Il me dit, ah, tu crois que c'est le record? Il s'en était même pas rendu compte. J'ai dit, mais tu as fait le record du monde du froid? Il me dit, mais on s'en fiche complètement, Julien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la physique que je fais avec, c'est la chute des corps, c'est l'interférence d'un condensat de Bose-Einstein. Ce n'est pas le record en soi, c'est ce qu'on fait avec. C'est vraiment Usain Bolt, et vous avez fait 3 secondes au 100 mètres, mais vous le dites à personne, vous vous en fichez, parce que ce qui vous intéresse, c'est que maintenant vous courez vite et vous allez pouvoir explorer des nouveaux univers. Vous voyez le truc démentiel, hein? Et donc voilà, ils en sont là de cette histoire, ils améliorent leur technique, ils essaient de miniaturiser, d'améliorer l'expérience pour essayer de l'envoyer dans l'espace pour répondre à cette question fondamentale, comment tombe un objet? C'était ma dernière expérience. Petit mot de conclusion. Si je reprends un peu toutes les expériences que je vous ai racontées depuis le début, vous vous souvenez, il y avait le microscope, on a vécu des choses ensemble. Il y avait la pression, il y avait, où elles sont les autres? Ah, elles sont là. La mesure la plus courte, et on avait fini avec le gaz le plus froid. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces expériences? La première chose qu'il y a de commun, très clairement, c'est les technologies hyper évoluées. Vous vous souvenez des cellules à enclume diamant incroyables des Dubrovsky? Vous vous souvenez des microscopes électroniques avec des lentilles électrostatiques avec des millions de volts et des gaz incroyables dans l'ultravide d'électrons? Les mesures ultra courtes avec les lasers les plus fabuleux au monde? Et puis, alors là, l'expérience de physique quantique qui tient sur 1 cm². Et donc ça veut dire que chacune de ces expériences, elle a l'air de rien, mais c'est des dizaines d'années de développement. Ce n'est pas des années, c'est des dizaines d'années de développement. Et ça demande ce qu'on sait faire de mieux actuellement en termes de technologie. Et on peut légitimement se demander, est-ce que vraiment il faut faire tous ces efforts pour ça? Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, j'aimerais vous dire que oui, parce que ça m'amuse tellement que je trouve ça magnifique. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, les gens qui font ces expériences vont parfois vous dire, si, ça sert beaucoup, il y a plein d'applications derrière, ça permet de développer les lasers, de développer l'électronique, et ils ont raison. Mais honnêtement, si on mettait tous les cerveaux qui ont travaillé là-dessus directement sur développer un laser, ils seraient probablement meilleurs qu'en faisant tout ce travail au passage. Donc, on utilise beaucoup de très très bons cerveaux pour faire un truc vraiment qui fait plaisir qu'aux physiciens, quoi, et qui est de la recherche purement fondamentale. Et cette question, elle est encore plus cruciale aujourd'hui parce qu'on a des crises terribles qu'on vit et qu'on va vivre dans les années à venir et où on n'est pas sur la bonne échelle de temps. Le point commun entre toutes ces expériences, c'est que c'est à chaque fois 20 ou 30 ans de développement. Et donc on pourrait très bien dire, mais là on va vous trouver une solution pour la crise écologique, vous inquiétez pas. Et ceux qui vous disent ça, non seulement à mon avis, ont tort par rapport juste aux questions d'inertie et de thermodynamique un peu élémentaires, mais même si vous vendez une solution miracle, le temps de la développer, c'est toujours 10, 20, 30 ans. C'est un peu incompressible ça. Et donc on n'est pas dans les bonnes échelles de temps. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut encore se permettre ce luxe, rien qu'en quantité de carbone, on en parlait à l'heure du déjeuner, en quantité de carbone, si je prends un exemple concret, tous les astrophysiciens dans le monde, c'est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants en empreinte carbone. C'est pas négligeable, hein. C'est pas monstrueux, mais c'est pas négligeable. Et puis, ça, entre guillemets, gâche beaucoup de cerveau. Alors moi, j'ai 2 arguments pour défendre quand même ces expériences, parce que je les adore. C'est très corporatiste, hein. Le premier argument, c'est que ça forme des gens d'une façon exceptionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une thèse dans ce domaine-là, il est plus pareil après qu'avant, et il a appris une façon de travailler collectivement sur les problèmes les plus durs possibles, à la fois en compétition, mais aussi avec des modes de collaboration et de décision collective incroyables, et qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'autres endroits. Et la science en recherche fondamentale, en tout cas, c'est vraiment ça. Et ces gens-là, je trouve ça intéressant qu'ils se forment à ça et qu'ensuite ils irriguent la société. Par exemple, la politique, par exemple, le business, par exemple, tous ces endroits-là, et qu'ils y apportent peut-être ce qu'ils ont découvert dans ces pratiques et ces façons de travailler collectivement en science qui, à mon avis, peuvent inspirer plein de façons de prendre les décisions difficiles qu'on va devoir prendre dans les années à venir. Donc ça, moi, j'y crois un petit peu. Et l'autre argument, c'est que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, parce que c'est ce qui fait aussi de nous l'humanité. C'est-à-dire que ce qui nous distingue aussi un petit peu, c'est par exemple notre capacité, je sais pas, à faire de la poésie, notre capacité à peindre, notre capacité à faire du cinéma, et c'est aussi notre capacité à repousser les frontières de la connaissance. Et moi, je trouve qu'il faut aussi se demander ce pourquoi on veut se battre et ce qu'on veut défendre dans l'idée de défendre un peu la survie de l'humanité, parce qu'on en est un petit peu là. Et moi, un des trucs qui fait que j'ai envie de me battre, c'est ces expériences. C'est défendre l'idée qu'il y ait quelques personnes qu'on va laisser faire joujou avec leurs outils complètement délirants pour soudain accéder à des champs complètement insoupçonnés, accéder à des territoires vierges. Il n'y a plus tant d'endroits que ça dans le monde pour découvrir des choses nouvelles et des territoires vierges. La science en est un. Et ma conclusion ultime, c'est que, vous voyez, 100 ans après l'invention de la physique quantique, en fait, on en est presque au tout début. Et à chaque fois qu'on invente une nouvelle technologie, pas une nouvelle théorie, une nouvelle technologie, un nouvel instrument, on découvre des recherches incroyables. Elles sont toutes résumées là de façon assez magnifique. Et j'aimerais que ça soit ça l'idée que vous gardiez en tête. Et vous êtes ici à Genève, dans un endroit qui est particulièrement réputé pour ça. Et là, juste à côté, il y a des laboratoires qui font exactement ça. C'est-à-dire, dans une pièce de 20 ou 30 mètres carrés,
il y a des gens qui sont aux frontières de ce qu'on sait faire dans les connaissances de l'humanité actuelle et qui repoussent ces frontières jour après jour. Et c'est ça, moi, qui m'émeut. Merci. Merci Julien pour ce fabuleux voyage au cœur de 4 boîtes d'allumettes. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire tenir autant de connaissances et de découvertes fabuleuses dans d'aussi petites boîtes. Alors on va pouvoir prolonger un petit peu cette soirée avec une séance de questions, de discussion. Et donc là, c'est le moment que vous pouvez utiliser pour poser toutes les questions que vous avez à notre conférencier. Alors, peut-être pour lancer un petit peu la discussion, j'aimerais m'appuyer sur une citation de Niels Bohr lui-même. Il aurait dit « Ceux qui ne sont pas choqués par la théorie quantique ne l'ont pas comprise ». J'aime beaucoup cette citation. Ça veut dire que si ce soir vous avez été choqué ou surpris, étonné par certains aspects de la présentation de Julien Bobroff, en fait, c'est peut-être pas si mal. Et donc, si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions maintenant. Oui, je vois un bras là-haut. Merci. Puisqu'on est un peu dans l'absurde, les premiers physiciens étaient les philosophes grecs. Et aujourd'hui, quelle place dans la mécanique quantique pour la philosophie ? Ouais, c'est une très bonne question et ça rejoint ce que racontait Céline. C'est-à-dire qu'il y a une grande place, évidemment, à la question philosophique dans la physique quantique, par exemple le statut de la réalité. Quand je dis c'est à 2 endroits à la fois, c'est un peu plus subtil que ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, le statut de la mesure? Et donc ça pose des questions dont s'emparent des philosophes qui bossent souvent aussi avec des physiciens ou qui ont eux-mêmes une formation de physique pour essayer de comprendre ces questions-là. Je crois qu'il faut juste bien distinguer, quand on raconte un phénomène de physique quantique comme l'intrication, la superposition d'états, le chat de Schrödinger, toutes ces choses-là, parfois, on donne l'impression qu'on n'a rien compris et que c'est hyper bizarre. Et on cite à tort certains physiciens, ce qu'a pas fait Céline justement. Quand on écoute bien la citation de Niels Bohr, il ne dit pas « on n'a rien compris à la physique quantique et c'est normal que vous ne compreniez rien ». Il dit « c'est normal que vous soyez choqués ». En fait, on comprend assez bien en termes de formalisme, et on sait même prédire, et c'est même la science la plus prédictive, la physique quantique. On sait prédire certaines valeurs avec 10 chiffres après la virgule, on mesure et on trouve les 10 chiffres. C'est assez stupéfiant. Donc c'est une science qu'on comprend très bien. Dans certaines zones, on la comprend moins bien, mais elles sont assez petites. Donc on comprend comment ça marche, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et le pourquoi, c'est un peu la question des philosophes. Pourquoi le monde se comporte comme ça à petite échelle? Moi, physicien, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je trouve ça merveilleux, étonnant, subjugant. Mais moi, mon job, c'est trouver les bonnes descriptions, les bonnes équations, les faire fonctionner, essayer de vérifier en laboratoire, trouver des notaires, et essayer d'avoir la description la plus précise, en gros, de cette espèce de jeu de société invisible qui se joue autour de nous à petite échelle. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ces règles et pas d'autres. Et ça, c'est le champ de la philosophie. Donc, je suis complètement incompétent pour répondre à votre question. C'était long pour dire que j'étais incompétent, en fait. Mais plein de gens s'en préoccupent. Alors, exagérons pas, hein, la plupart de la physique quantique ne pose pas des problèmes incroyables philosophiques, mais il y a certains points, notamment le statut de la fonction d'onde, qui, eux, posent des vrais problèmes philosophiques. Merci. On peut prendre une autre question. Il y a là, à gauche. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais juste une question pour la chute des corps avec le condensat de Bose-Einstein. Quel est le corps lourd et quel est le corps léger dans l'histoire des nuages de gaz, du nuage de gaz? Ah oui, c'est une très bonne question. En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais 2 nuages quantiques. Il y en a un, tu mets du rubidium, de l'autre du potassium. Et tu regardes dans ton tableau périodique qu'il y en a un qui est en dessous de l'autre, donc il est plus lourd. Donc c'est juste qu'on ne met pas les mêmes atomes dans le gaz, donc il y a un gaz qui est plus lourd que l'autre. Ou 2 isotopes d'un même atome. Là-haut. Merci beaucoup pour cette conférence. Qu'est-ce qui vous a amené à la vulgarisation scientifique? Ah ouais, c'est une belle question. J'aimerais faire une réponse hyper noble en disant c'est changer votre esprit, c'est attirer les jeunes vers la science. C'est de l'ego pur. C'est hyper agréable de vous parler comme ça en sachant et vous ne savez pas. Mais j'ai mis longtemps à me l'avouer.
Moi, j'ai commencé dans les lycées, en fait. Donc, c'est-à-dire, j'avais ma petite valise que j'avais fabriquée au labo avec plein d'expériences qu'on avait pompées, en fait, à Genève. On était venu à Genève avec un collègue qui avait fait son postdoc ici, et on a piqué tout ce que vous aviez fait au Physiscope, en gros, et on l'a mis dans une valise, et on était dans les lycées. Donc, en France, en tous les cas, on était les rois du monde. Et alors, c'était un plaisir. Donc, c'est vraiment une question de plaisir. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sentais que j'avais une grande mission, c'est juste que c'était hyper marrant d'aller devant des lycéens qui étaient piégés là, qui n'avaient pas le droit de sortir avec les profs qui les regardaient et dire je vais essayer de les séduire pendant 2 heures, parce qu'ils les laissaient 2 heures dans la salle. Il n'y avait pas trop de smartphones à l'époque. Et donc depuis, c'est ça moi qui m'anime, c'est le plaisir de montrer aux gens ce qui moi me fait marrer dans ce que je raconte. C'est ce truc qui moi m'enthousiasme et j'ai envie de vous faire partager cet enthousiasme. Et parfois je fais un bit, parfois pas, mais c'est ça qui m'anime vraiment. Après, il y a plein de raisons plus profondes, politiques, de faire ça, particulièrement aujourd'hui, où quand même la science est remise en cause violemment par certains politiques, notamment aux États-Unis en ce moment, et c'est très violent. Et donc il y a un vrai enjeu aussi à se positionner en tant que scientifique dans la société, et sans forcément prendre des positions politiques, mais c'est quand même politique, pour dire ce qu'on défend et pourquoi on le défend. Je vous parlais de ces expériences très fondamentales. Un des meilleurs labos au monde, c'est le NIST, qui fait des expériences fabuleuses, qui fait la meilleure horloge au monde, par exemple, récemment, et qui est vraiment cette recherche très fondamentale. Et bien, il y a plusieurs équipes qui ont été mises au chômage par Donald Trump au NIST il y a quelques semaines. Donc, on n'est pas dans des abstractions qui touchent que, par exemple, les sciences humaines et sociales. Je crois qu'on doit tous défendre ce qu'on pense être la science et ce qu'on pense être la valeur de la science aujourd'hui, parce qu'elle est quand même menacée de plein de façons différentes. On parle de post-vérité, on parle de pseudo-science, on parle de plein de choses. Et c'est pas pour dire vous avez tort, moi j'ai raison, mais c'est pour dire redisons quand même ce que c'est que le territoire de la science et pourquoi c'est important dans ce territoire d'essayer de penser ensemble et pas n'importe comment. Donc ça serait la motivation un peu plus noble. Mais au départ, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Oui, par là-bas. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots de l'ordinateur quantique? On en parle beaucoup. Oui. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous fais l'ordinateur quantique en 1 minute. Vous prenez des objets quantiques, je sais pas, un atome, un électron, ce que vous avez envie, vous êtes très libre. Et d'ailleurs, plein de labos ont utilisé des technologies différentes. Mais vous prenez un objet quantique, et vous vous souvenez que cet objet, j'ai dit qu'on pouvait le mettre à 2 endroits à la fois. Et on peut faire ça de plein de façons différentes. On peut même le mettre dans 2 états à la fois. Par exemple, excité, pas excité. Donc vous avez un atome qui est calme, puis vous balancez un peu de lumière, il s'excite. Et puis vous pouvez vous débrouiller pour qu'il soit à la fois excité et calme. Ça n'a aucun sens quand je le dis comme ça, mais on peut. Et cet objet-là, il y a des physiciens dans les années 80 qui ont montré qu'on pouvait faire des calculs avec, ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est l'objet le pire pour faire un calcul possible. Si vous dites que 0, c'est quand il est calme et 1, c'est quand il est excité, 0 et 1 à la fois, on sent bien que le calcul, il va nulle part. Mais en fait, ils ont pris les lois de la physique quantique et la façon dont on manipule les équations en physique quantique pour montrer que, en fait, dans certains cas très particuliers, il n'y en a pas beaucoup, il y a une centaine d'algorithmes où ça marche très bien, vous allez pouvoir utiliser ces espèces de 0 et de 1 quantiques, vous voyez, cette soupe qui fait à la fois 0 et 1. Alors si vous en avez un seul, ça ne sert à rien, il faut en mettre plusieurs. En plus, il faut les intriquer entre eux, c'est-à-dire qu'ils soient corrélés entre eux, qu'ils soient reliés par des liens quantiques. Et quand vous faites tout ça, vous faites cette soupe d'objets quantiques dans 2 états à la fois intriqués, et que vous la manipulez, vous pouvez calculer. Et en faisant ça, pour cette centaine de calculs, vous êtes le roi du monde, c'est-à-dire que vous faites un calcul bien plus rapide que n'importe quel ordinateur sur Terre. Et certains de ces calculs peuvent être très importants avec des applications considérables. Donc ça, c'est la belle histoire. La vérité, c'est que ça ne marche pas du tout. Ça marche très mal parce que ça fait des erreurs. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas débugger facilement ces erreurs parce que normalement, quand on veut débugger un ordinateur, eh bien, on arrête à un moment donné pour voir où ça en est. S'il n'y a pas d'erreur, on continue. Et puis s'il n'y a pas d'erreur, on continue. Là, dès que vous arrêtez, tout s'arrête et il faut recommencer à zéro. C'est une des propriétés de la physique quantique. Quand vous mesurez, ça se réduit et ça s'arrête. Et donc, vous avez une espèce de boîte noire à l'aveugle. Vous êtes sûr qu'elle fait des erreurs. Vous êtes sûr qu'à la fin, votre calcul, il est faux. Mais vous n'avez pas le droit de la toucher. On a dit comme ça, on se demande pourquoi c'est un des sujets les plus étudiés actuellement et dans lequel il y a le plus d'investissement. C'est parce qu'il y a des physiciens et des physiciennes qui ont trouvé des astuces pour quand même arriver à décoder les erreurs ou à corriger les erreurs sans trop ouvrir la boîte, en gros. Donc il y a tout un champ de recherche très vif actuellement. Alors pourquoi c'est maintenant et pas il y a 100 ans? C'est parce qu'il y a 100 ans, on avait toutes les lois de la quantique, mais il y avait un truc qu'on ne savait pas faire, c'est manipuler un seul atome. C'était impossible. Donc on savait comment ça marchait comme ça, vu de loin, mais on ne savait pas aller voir un objet quantique individuel. Depuis en gros 1980, on sait prendre un atome, le faire flotter, le faire briller. Et on sait faire ça aussi avec un électron ou avec un photon, même si lui, il va vite. Et donc maintenant qu'on sait manipuler des objets individuels, on peut les mettre dans 2 états à la fois, on peut les intriquer, etc. Vous avez remarqué que je ne vous ai absolument pas raconté ça ce soir, hein, et je pourrais vous le faire pendant des heures. On est dans un domaine à la frontière entre la technologie et la physique quantique fondamentale. Ça pose plein de questions très intéressantes, fondamentales, ça ne remet pas en cause violemment la physique quantique. Vous voyez, on n'est pas dans l'enjeu, par exemple, de la chute des corps et du principe d'équivalence d'Einstein. On est dans un enjeu vraiment technologique, mais où il se passe un truc très marrant qui ne s'est pas passé souvent, à mon avis, dans l'histoire des sciences, c'est que ce n'est pas seulement que ça ne marche pas bien et qu'on ne sait pas combien de temps ça va faire pour qu'on arrive à le faire marcher, c'est qu'on n'est même pas sûr que ça marche un jour.
Et donc, il y a plein de physiciennes et de physiciens en ce moment dans les laboratoires qui essaient de fabriquer ces ordinateurs quantiques, de les contrôler, de les améliorer, sans savoir s'ils y arriveront un jour, et c'est une sorte de pari sur l'avenir. Alors, les physiciens fondamentaux, ils disent « c'est pas grave, parce qu'au passage, nous, on aura appris plein de physique passionnante, des notions comme la décohérence, par exemple, la superposition d'états, etc., etc. » Mais est-ce qu'à la fin, IBM, Microsoft, Google et tous les États qui ont investi des milliards dedans vont récupérer l'argent et avoir des bénéfices pour l'humanité? Je ne suis pas du tout sûr. Voilà, je vous ai fait l'ordinateur quantique en 3 minutes. Excellent. On a encore le temps pour une ou deux questions, oui. Bonsoir. J'avais entendu qu'on avait beaucoup de mal à tester la gravitation sur des très petites échelles. Et je me demandais si, un peu dans la même veine que ce que vous avez montré pour la chute des corps, il y a des expériences astucieuses et quantiques qui essayent d'aller sonder la théorie de la gravitation à des échelles atomiques ou très faibles. Il y a tout un champ de recherche qui fait ça. Alors, il y a plein de manières de le faire très marrantes. Donc là, l'idée, c'est, vous savez, la gravité, c'est deux corps s'attirent, et plus ils sont gros, plus ils s'attirent, en gros. Et on connaît très bien la loi, on apprend ça assez vite en physique, quand on fait de la physique, c'est en 1 sur R2. Mais pareil, il y a des enjeux de est-ce que ça reste vrai à toute petite échelle, toujours lié à ces autres théories. Alors, c'est compliqué de mesurer à sa petite échelle. Il y a plein de techniques. Il y en a une, par exemple, qu'on a développée récemment, assez marrante, que les gens ont développée, qui est ce qu'on appelle la lévitodynamique. Donc l'idée, c'est de faire léviter une petite bille, qui peut être vraiment petite, hein. Ça peut être un atome, ça peut être une petite bille micrométrique. On fait ça avec des rayons laser, par exemple. Vous pouvez avoir d'autres pièges, mais avec les rayons laser, ça marche très bien. Ça s'appelle des pièges optiques, des pinces laser. Donc vous faites flotter votre bille, et alors là, hop, vous arrêtez le laser, elle tombe, hop, vous rallumez le laser, elle se réarrête. Et vous regardez comment elle s'arrête. Donc là, elle tombe, hop, elle se réarrête, et elle se met un peu à osciller. Et en faisant ça, on peut mesurer un peu la gravité. Vous pouvez essayer d'approcher deux objets et de voir comment ils s'attirent. Il y a des manips, par exemple les manips de Kapitulnik, où vous allez avoir un petit bras avec de l'or, vous allez le faire vibrer au-dessus d'un autre objet, vous allez regarder si ça l'attire ou pas. C'est hyper difficile de mesurer la gravité à petite échelle. C'est hyper difficile. Mais il y a des gens qui y arrivent, mais pareil, c'est des années et des années pour arriver à faire ça. Et alors eux, ils font des articles très très drôles. C'est des articles, et la figure principale de l'article, c'est des zones d'exclusion. J'ai mis un petit temps à comprendre ça, c'est-à-dire que vous voyez une espèce de dessin, et vous voyez des sortes de grandes vagues avec plein de couleurs, en disant là, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils testent la loi de la gravité. À chaque fois, pour l'instant, on trouve qu'elle marche. Et à des échelles de plus en plus petites. Et donc, on dit aux théories alternatives, si vous avez une théorie de la gravité qui dit que ce n'est pas en 1 sur R2, où est-ce que ça devrait être vrai? Donc, elles vous disent, ah, c'est là. Et les expériences petit à petit vont dire, ah ben non, là, ça marche, 1 sur R2. Ah ben non, là, ça marche. Et donc, elles font des vagues de plus en plus grandes pour essayer de couvrir de plus en plus de territoires pour dire à quelle échelle la gravité marche ou à quel moment on en dévierait. Et donc, il y a plein de techniques différentes dans le monde actuellement pour faire ça. Et il y en a d'autres qui reprennent vraiment les techniques du 19e siècle. Il y a une manip très récente faite sur quelques milligrammes d'expérience de Cavendish, où on a réussi à faire la mesure comme au 19e siècle, mais sur des masses incroyablement petites. Alors ça, c'est des manips, mais moi, j'aimerais vraiment pas faire ça, quoi. C'est les manips les plus compliquées au monde. Hein. C'est l'enfer. Mais il y a des gens qui savent faire ça et qui ont la patience de faire ça, et je les admire, je les admire. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de clôturer, pardon. Là, en bas. Oui. On a l'impression que tout s'accélère autour de nous, et pourtant vous avez décrit le temps de la science comme incompressible. Pourquoi? C'est une très belle question. Ouais, le temps de la science, il ne s'accélère pas du tout. Alors, le temps de la publication, il s'accélère, mais ça, je pense que c'est une dérive. Mais le temps, alors je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, le temps pour faire vraiment une découverte, pour mettre en place vraiment une nouvelle technologie, pour former quelqu'un, il est un peu incompressible. Hein. La durée de la thèse, elle n'a pas été divisée par 5 en 10-20 ans, c'est la même, quoi. C'est-à-dire, moi, à mon époque, il y a 30 ans, j'ai fait une thèse, elle a duré 3-4 ans, et c'est pareil maintenant à peu près. C'est incompressible parce que quand on fait de la recherche fondamentalement, qu'on fait une thèse, on essaye de faire quelque chose de mieux que tous les gens avant nous. De repousser une frontière, de mesurer un matériau, de faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire avant. Et ça demande du temps. Parce qu'on n'est pas spontanément meilleur que tout le monde. Et donc, à un moment donné, que ça soit dans la théorie, que ça soit dans les expériences, plus encore peut-être dans les expériences, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'obstination, il faut de l'ingéniosité, il faut toutes ces qualités pour faire de la recherche. Et ce que je trouve intéressant dans votre question, c'est que ça nous pose un énorme problème par rapport au reste de la société. Alors, je vais dire des choses très caricaturales, mais les jeunes de nos jours, alors, je ne pense pas ça, mais quand même un peu, les jeunes de nos jours, ils aiment bien des choses qui vont assez vite, voilà, moi je suis sur les réseaux sociaux parce que ça balaye, ça truc. Moi, j'adore faire une conférence de 1h30. Là, vous êtes fous de venir m'écouter pendant 1h30. Normalement, on écoute pendant 1 minute. Et donc, ce truc du temps très rapide, en termes de concentration, en termes d'effort, en termes d'obstination, il va vraiment contre ce qu'est la recherche. Et donc, on peut, à mon avis, légitimement s'inquiéter pour les années à venir de comment on va arriver à recruter des gens qui auront envie de faire ça. Je ne dis pas qu'ils seront moins bons, hein, moi je ne crois pas à ça, mais je crois juste qu'ils auront moins envie de faire ça. Aller se prendre la tête pendant 10 ans dans un labo pour essayer de faire tomber un gaz quantique à la tour de Brême, je ne sais pas si les gens auront encore envie de faire ça.
Et ça nous interroge, et alors moi, ça m'interroge aussi en tant qu'enseignant. Moi, j'enseigne à l'université. Et en fait, j'ai toute une partie de mon activité qui consiste à essayer de repenser l'enseignement de la physique et de trouver d'autres façons d'enseigner la physique pour essayer de jouer sur certaines qualités, certains aspects et autres qui enthousiasment un peu plus les jeunes, mais sans les draguer et mentir sur la marchandise. Vous voyez, on est tiraillés, c'est-à-dire que je ne veux pas leur faire croire que la physique, c'est fabuleux et que tout va aller très bien. Et j'adore insister sur le fait que c'est quand même hyper dur. Et donc, je suis tiraillé entre le fait que je trouve que c'est un des plus beaux domaines qui existent, mais un des plus difficiles aussi, et qu'il faut cette exigence, cette patience, cette persistance, et je ne sais pas si c'est les qualités qui sont de plus en plus développées de nos jours. Et donc je ne sais pas vous dire si je reviens dans 20 ans, où on en sera de la physique et des physiciennes et des physiciens. Et il y a un très gros enjeu pour ça, mais moi je trouve que c'est exactement le même enjeu pour à peu près tous les champs de la société, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas des choses très facilement, très vite, et qui marchent très bien, quoi. Et dans le domaine artistique, je pense que c'est pareil, dans le domaine de l'ingénierie, c'est pareil, et j'ai l'impression que dans le domaine de la science, c'est peut-être encore pire. Donc voilà, je suis pessimiste comme vous, mais je ne sais pas trop quoi dire. Merci beaucoup. Je crois qu'on va Merci. pouvoir s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci Julien pour cet incroyable voyage, mais aussi pour cette très enrichissante séance de questions-réponses. J'aimerais aussi également remercier le Geneva Quantum Center et l'Université de Genève pour avoir permis l'organisation de cet événement. Et j'aimerais vous remercier, vous, cher public, pour votre participation à cet événement et votre enthousiasme qui démontre en fait votre intérêt pour ce domaine de la recherche, donc la recherche en physique quantique qui me tient particulièrement à cœur. Comme Julien l'a souligné, partager la science et la rendre accessible à toutes et à tous est plus important que jamais, surtout face aux grands défis de notre époque. Et Julien Bobroff est vraiment une figure incontournable de la vulgarisation scientifique et son équipe, La Physique Autrement, est une vraie source d'inspiration. À l'Université de Genève également, nous sommes très engagés dans la promotion des sciences, notamment avec le rôle du Sciencescope, où nous accueillons chaque jour des élèves de primaire, secondaire, accompagnés de leurs enseignants pour les faire plonger dans l'univers fascinant de la science et également de la physique quantique. Et puis, j'aimerais mentionner quelques événements. Donc, en fait, cette année, qui est cette année internationale des sciences et technologies quantiques, le Geneva Quantum Center et la section de physique proposent toute une série d'événements que vous pouvez retrouver sur le site web. Et ici, j'aimerais simplement en mentionner 3. Le prochain aura lieu ce samedi. Donc, nous organisons des portes ouvertes à la section de physique, où j'espère que nous pourrons vous accueillir nombreux. Donc, c'est dans le cadre de la Nuit des musées. Nous vous proposerons de plonger dans l'univers, non pas d'Alice au pays des merveilles, mais d'Alice au pays de la quantique. Nous vous proposerons des démonstrations, des expériences, des jeux, également des visites de labos. Il y en aura pour tous les âges. Venez nombreux, nous aurons beaucoup de plaisir à vous y accueillir. L'événement suivant, la semaine juste après, on ne s'arrête pas, il va y avoir, vous aurez la possibilité de rencontrer et de discuter avec des experts autour d'un verre dans différents bars à Genève. Cet événement fait partie des Pint of Science et les rencontres avec les experts en physique quantique sont organisées par le Quantum Club, qui est un groupe d'étudiants en physique à l'école de physique, un groupe d'étudiants hyper motivés que vous pouvez suivre également dans les réseaux sociaux. Et enfin, je mentionne une exposition qui aura lieu cet été au Musée d'Histoire des Sciences, La Quantique décodée, en collaboration avec le professeur Julien Bobroff et son équipe de La Physique Autrement de l'Université Paris-Saclay. Et cette exposition sera une occasion unique de vous initier à l'étrangeté de la physique quantique, tout en découvrant également les recherches de pointe menées à Genève. Sur ce, merci pour votre participation et je propose d'applaudir encore une dernière fois chaleureusement notre intervenant ce soir.